Parfois, tout perdre est le seul moyen de trouver ce dont on a vraiment besoin. Lorsque la femme d'Ellie Turner mourut et que son emploi disparut, il fut confronté au pire cauchemar de tout parent. N'avoir aucun endroit sur où emmener son fils de 7 ans. La vieille cabane ressemblait à un endroit où l'espoir s'éteint. Des fenêtres brisées, du bois pourri et d'étranges symboles gravés dans les poutres la faisaient ressembler davantage à un film d'horreur qu'à un foyer. Mais le petit Milo trouva quelque chose d'enfoui sous les planches du plancher cette première nuit. Lorsque la vieille boîte à musique joua sa mélodie envoûtante, tout changea. Ils entendirent des chuchotements dans les murs et des pas au-dessus de leur tête. Le premier instinct d'Ellie fut de prendre son fils et de fuir. Mais parfois, les voix qui appellent depuis les ténèbres ne sont pas celles que nous devrions craindre. Et si ces sons n'étaient pas là pour leur nuire, mais pour les guérir? Avant de reprendre le fil de l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Le trajet jusqu'à la cabane avait duré 4 heures, empruntant des routes de montagne sinueuses qui semblaient ne mener à rien de bon. Ellie Turner serrait le volant de sa Honda vieille de 15 ans, observant la jauge d'essence dangereusement proche du vide. Sur le siège passager, Milo, 7 ans, serrait son ours en peluche usé et regardait les pins imposants qui bloquaient la majeure partie du soleil de l'après-midi. « On est presque arrivé, papa. » La voix de Milo était petite, fatiguée par le long voyage et les bouleversements des 2 derniers mois. « Presque, mon pote. » La gorge d'Ellie était sèche. Il répétait cela depuis 1 heure, mais le GPS avait perdu le signal 20 miles plus tôt, et il naviguait de mémoire d'un endroit qu'il n'avait visité qu'une seule fois. À l'âge de 12 ans. Le moteur de la Honda toussa alors qu'il grimpait une nouvelle pente raide. Les mains d'Ellie tremblaient légèrement sur le volant, non pas à cause de l'air froid de la montagne s'infiltrant par la vitre passager fissurée, mais à cause du poids de l'effondrement total de sa vie. Il y a 6 mois, il était chef de projet dans une entreprise de construction, marié à Sarah. Vivant dans leur maison modeste mais confortable à Denver. Il planifiait la fête du 8e anniversaire de Milo, parlant d'un éventuel voyage en famille à Disney World. Puis l'appel téléphonique arriva. À 2h47 du matin. La voiture de Sarah avait heurté du verglas sur le chemin du retour de son service de nuit à l'hôpital. L'autre conducteur s'en était sorti. Sarah, non. Les frais funéraires avaient englouti leurs petites économies. Sans le revenu de Sarah, Ellie ne pouvait plus payer les mensualités du prêt immobilier. Puis son entreprise avait réduit ses effectifs et son poste avait été supprimé. Les allocations chômage n'étaient pas suffisantes. La maison fut saisie. Des amis offrirent des canapés et des chambres d'amis, mais Ellie ne put se résoudre à accepter la charité. Pas quand il n'avait rien à offrir en retour, à part son esprit brisé et un enfant en deuil. C'est alors qu'arriva la lettre de l'avocat. Elena Turner, sa mère dont il s'était éloigné, était décédée et lui avait légué une propriété dans les montagnes du Colorado. Ellie avait à peine parlé à Elena depuis ses 18 ans. Elle l'avait abandonné quand il avait 5 ans, le laissant avec son père, qui avait lutté contre l'alcoolisme et la dépression jusqu'à sa mort quand Ellie avait 22 ans. Elena lui avait envoyé des cartes d'anniversaire irrégulièrement, appelait les jours fériés quand elle s'en souvenait. Mais elle n'avait jamais été une vraie présence dans sa vie. La cabane était tout ce qui lui restait. « Regarde, papa. » Milo montra du doigt à travers le pare-brise alors qu'il passait un autre virage. « C'est ça ?» Le cœur d'Ellie se serra. La structure devant eux pouvait à peine être appelée une cabane. Elle était recroquevillée dans une petite clairière comme un animal blessé. Son toit partiellement effondré d'un côté, des fenêtres barricadées ou complètement brisées. Des lianes et de la mousse recouvraient une grande partie des murs extérieurs, et le porche avant s'affaissait tellement qu'il semblait pouvoir s'écrouler si un écureuil courait dessus. Mais c'était la leur. C'était la seule chose entre eux et dormir dans la voiture. Ellie s'arrêta devant la cabane. Le moteur de la Honda cliquetant en refroidissant. Le silence de la forêt s'immisça autour d'eux. Pas de circulation, pas de voisins, juste le murmure du vent dans les aiguilles de pin et le chant lointain d'un oiseau qu'Ellie ne put identifier. On dirait une maison de contes de fées, dit Milo. Ellie était reconnaissant de la capacité de son fils à trouver l'émerveillement dans les situations les plus sombres, comme là où vit le bûcheron. Oui, mon pote, c'est vrai.
Ellie força un sourire. Viens, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. La porte d'entrée était déverrouillée. Un détail qui aurait dû réconforter Ellie, mais qui, d'une certaine manière, ne le fit pas. La lourde porte en bois grinça sur des gonds rouillés, révélant un intérieur qui était à la fois meilleuré. Pire que ce à quoi il s'était attendu. Meilleur parce que la structure semblait solide malgré son apparence, avec des pémures en rondins et des poutres taillées à la main qui témoignaient d'un travail de qualité. Pire à cause des étranges symboles gravés dans ces poutres, des spirales et des cercles entrelacés qui lui donnèrent la chair de poule pour des raisons qu'il ne pouvait nommer. La pièce principale était plus grande qu'elle n'était apparue de l'extérieur, avec une cheminée en pierre dominant un mur et des étagères encastrées le long d'un autre. Des poussières dans ses dents. Les rayons de soleil qui filtraient à travers les fenêtres barricadées. L'air sentait le vieux bois, les herbes séchées, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui rappelait à Ellie son enfance. Bien qu'il ne puisse dire quoi. Papa, regarde tous les livres. Milo avait découvert les étagères, qui étaient remplies de volumes sur des sujets auxquels Ellie ne se serait pas attendue. Sage-femme, phytothérapie, psychologie infantile, histoire locale. Sa mère avait été infirmière quand il était jeune, mais ses livres suggéraient des intérêts et des connaissances qu'il ne lui avait jamais connus. Ellie se dirigea vers la cuisine, séparée de la pièce principale par un long comptoir en bois. Les appareils étaient vieux, mais semblaient fonctionnels. Un puits à pompe manuel se tenait près de la porte arrière, et lorsqu'Ellie le testa, de l'eau claire coula librement. L'électricité était coupée, mais le panneau principal semblait plus récent que le reste de la maison. Papa. Il y a des escaliers, appela Milo. De l'autre côté de la pièce, un escalier étroit menait à ce qu'Ellie supposait être une chambre mansardée. Je peux monter? Reste où je peux te voir. Dit Ellie, suivant son fils sur les marches grinçantes. La mansarde était confortable avec des plafonds mansardés et une seule fenêtre qui donnait sur la clairière. 2 lits étaient disposés de part et d'autre de la pièce, l'un clairement destiné à un adulte, l'autre de taille enfantine. Sur la table de chevet près du petit lit se trouvait une collection d'animaux en bois sculptés et quelques livres pour enfants qui semblaient bien lui mais soigneusement entretenus. La gorge d'Ellie se serra. Et la nena les avait-elle attendus? Avait-elle su, d'une manière ou d'une autre, qu'un jour il arriverait ici avec un enfant qui avait besoin d'un endroit pour dormir? Ce lit est juste à ma taille. Milo rebondit sur le matelas, qui était vieux mais semblait confortable. Mamie et la nena savaient-elles que je venais? Je ne sais pas, mon pote. Ellie s'assit lourdement sur le plus grand lit, l'épuisement s'installant dans ses os. Je ne sais pas grand-chose de ce qu'elle savait. Ils passèrent le reste des heures de jour à rendre la cabane habitable. Ellie réussit à rétablir l'électricité. La facture du mois précédent avait été payée, un autre mystère. Et il testa la plomberie. La majeure partie fonctionnait, bien que le chauffe-eau nécessiterait une attention particulière. Ils avaient des lampes de poche et des lanternes à pile de leur kit d'urgence, ainsi que suffisamment de conserves pour durer quelques jours. À la tombée de la nuit, ils mangèrent un simple dîner de soupe et de crackers à la lumière des lampes. Milo semblait s'adapter à leur nouvelle réalité avec la résilience que possédaient les enfants. Mais Ellie pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de son fils quand il pensait que son père ne regardait pas. « Raconte-moi mamie et la nena » dit Milo alors qu'Ellie le bordait dans le petit lit à l'étage. Ellie hésita. Que pouvait-il dire d'une femme qui lui était une étrangère? C'était une infirmière. Elle aidait les gens malades. Était-elle gentille? Je pense que oui. J'espère que oui. Ellie lissa la couverture autour des épaules de son fils. Dors bien, mon pote. Demain, nous explorerons davantage. Mais le sommeil ne vint pas facilement pour Ellie. Il resta allongé dans le grand lit, fixant le plafond mansardé et écoutant les sons inconnus de la forêt. Une chouette appelait quelque part dans l'obscurité. De petites créatures bruissaient dans le sous-bois à l'extérieur. La cabane elle-même semblait s'installer et respirer autour d'eux. Le bois craquant à mesure que la température baissait. Il était environ minuit lorsque Milo trouva la boîte à musique. Ellie venait de s'assoupir lorsqu'il entendit les pieds de son fils sur le plancher en bois. « Papa » murmura Milo. « Il y a quelque chose sous mon lit. » Ellie s'assit, instantanément alerte. « Quel genre de quelque chose »
Une planche lâche. Il y a un espace en dessous et quelque chose est à l'intérieur. Contre son meilleur jugement, Ellie suivit son fils jusqu'au petit lit. Effectivement, une des planches du plancher était légèrement soulevée. Comme si elle avait été récemment dérangée. Lorsqu'Ellie la souleva, le faisceau de sa lampe de poche révéla une petite cavité contenant ce qui semblait être une boîte à musique en bois. Ornée des mêmes symboles en spirale qu'ils avaient vus partout dans la cabane. On peut l'ouvrir. Les yeux de Milo étaient grands ouverts de curiosité. Ellie souleva la boîte à musique de sa cachette. Elle était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé, fabriquée dans un bois sombre qui était chaud au toucher. Une petite clé dépassait du côté, et lorsqu'Ellie la tourna, le mécanisme s'engagea. Avec une série de petits clics. La mélodie qui en sortit était d'une beauté envoûtante, une berceuse qu'Ellie ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait familière d'une certaine manière. Comme s'il l'avait entendue en rêve. La mélodie était simple mais profonde, jouée sur ce qui ressemblait à de minuscules clochettes argentées qui sonnaient en parfaite harmonie. Alors que la musique emplissait la mansarde, la température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. La respiration d'Ellie commença à former de la buée, et il remarqua que Milo s'était immobilisé, écoutant avec une intensité qui semblait dépasser son âge. C'est alors qu'ils entendirent les chuchotements. Au début, Ellie crut que ce n'était que le vent dans les avant-toits. Mais en écoutant plus attentivement, il put distinguer ce qui ressemblait à des voix, douces, lointaines, mais indubitablement humaines. Elles semblaient venir des murs eux-mêmes, un murmure léger qui montait et descendait avec la mélodie de la boîte à musique. Puis vinrent les pas. Des pas lents et délibérés traversèrent le plafond au-dessus d'eux, bien qu'Ellie sut qu'il n'y avait rien au-dessus de la mansarde à part le toit. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus, et pendant un instant les chuchotements devinrent plus clairs, bien qu'Ellie ne puisse toujours pas distinguer de mots. « Papa » murmura Milo, se rapprochant d'Ellie. « Qui marche là-haut » Les instincts protecteurs d'Ellie s'éveillèrent. Il ferma la boîte à musique, coupant brusquement la mélodie. Les chuchotements s'estompèrent, et les pas s'arrêtèrent. La température commença à redevenir normale, mais le cœur d'Ellie continuait de s'emballer. « Je ne sais pas, » dit-il, serrant son fils dans ses bras. « Mais nous allons le découvrir. » Même en prononçant ces mots, une partie d'Ellie voulait faire leurs quelques affaires et partir immédiatement. Mais où irait-il ? Cette cabane, aussi étrange et troublante fut-elle, représentait leur seule chance de stabilité. Et quelque chose dans la mélodie de la boîte à musique, dans la nature douce de ses chuchotements, lui faisait penser que quelle que fût la présence qui partageait cet espace avec eux, elle n'était pas nécessairement hostile. Alors qu'il se recouchait, Ellie prit une décision. Demain, il commencerait à enquêter sur la vie de sa mère. Son lien avec cet endroit et les secrets qu'il recelait manifestement. Il devait à Milo de lui offrir un foyer sûr, et il se devait à lui-même de enfin comprendre la femme qu'il avait mis au monde. Mais était resté un mystère jusqu'au jour de sa mort. La boîte à musique était posée sur la table de chevet entre leurs lits, silencieuse maintenant, mais résonnant d'une manière ou d'une autre avec l'écho de sa mélodie éthérée. Le matin, Ellie l'examinerait de plus près. Ce soir, il écouterait les sons d'installation de leur nouvelle maison et essaierait de distinguer entre le craquement naturel du vieux bois et quelque chose de plus intentionnel se déplaçant dans l'obscurité. Mais alors que l'épuisement le gagnait enfin, Ellie se sentit étrangement réconfortée à l'idée qu'il n'était peut-être pas seul dans la cabane après tout. Pour la première fois depuis des mois, cela ne lui semblait pas être quelque chose à craindre. Dehors, la forêt veillait, et quelque part dans les murs de la cabane, les chuchotements continuaient, trop doux pour être entendus par des oreilles endormies, mais portant des messages de bienvenue, de protection et d'un amour qui avait transcendé la mort elle-même. Le matin arriva avec une faible lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres barricadées, et le son de la respiration laborieuse de Milo. Ellie se réveilla pour trouver son fils brûlant de fièvre, son petit visage rougi et moite de sueur. La boîte à musique était exactement là où il l'avait laissée la nuit précédente. Mais quelque chose semblait différent dans la cabane. Comme si leur découverte avait éveillé quelque chose qui attendait. « Papa, je ne me sens pas bien », murmura Milo, sa voix faible. Ellie posa sa paume sur le front de son fils et sentit son estomac se nouer. La fièvre était dangereusement élevée. Dans leur ancienne vie, cela aurait signifié un voyage aux urgences,
mais l'hôpital le plus proche était probablement à des heures de route à travers des routes de montagne que sa Honda défaillante ne pourrait peut-être pas survivre. Il fouilla désespérément la cabane à la recherche d'une trousse de premiers secours, ne trouvant qu'un vieux thermomètre, qui confirma ce qu'il savait déjà. La température de Milo était de 40 degrés Celsius. La panique lui serra la poitrine alors qu'il réalisait à quel point ils étaient vraiment isolés. Pas de signal de téléphone portable, pas de ligne fixe, pas de voisin à portée de voix. « Reste ici, mon pote, » dit Ellie, bien que Milo semblait de toute façon trop faible pour bouger. « Je vais trouver quelque chose pour t'aider. » L'armoire à pharmacie de la cabane ne contenait que des flacons vides et des ordonnances périmées au nom d'Elena. Ellie fouilla les armoires de la cuisine, les étagères du salon. Partout où il pourrait y avoir quelque chose d'utile. Sa recherche devint de plus en plus frénétique à mesure que l'état de Milo semblait s'aggraver d'heure en heure. C'est alors qu'il retirait des livres de l'étagère en désespoir de cause, que plusieurs journaux reliés en cuir tombèrent sur le sol. Les pages s'ouvrirent pour révéler l'écriture soignée d'Elena, remplie de notes sur les remèdes à base de plantes, les traitements contre la fièvre et les procédures médicales d'urgence. Mais ce furent les notes en marge qui firent trembler les mains d'Ellie en les lisant. Des instructions détaillées pour traiter les maladies infantiles à l'aide de plantes et d'herbes trouvées dans la forêt environnante. Comme guidés par une main invisible, les yeux d'Ellie tombèrent sur une entrée spécifique, tisane d'écorce de saule pour réduire la fièvre chez les enfants. Récoltée sur le grand saule près du ruisseau, à un quart de mile au nord de la cabane. Faire infuser dans l'eau bouillante pendant 15 minutes. Ajouter du miel si disponible. Ellie leva les yeux du journal, son esprit rationnel luttant contre le désespoir. Il était impossible qu'Elena ait su que Milo tomberait malade. Impossible qu'elle ait laissé ses instructions spécifiquement pour ce moment. Pourtant, la coïncidence semblait trop parfaite, trop opportune pour être ignorée. Les chuchotements reprirent alors qu'Ellie se tenait là, le journal à la main. Cette fois, il semblait plus urgent, plus directif. Ils le menèrent à la cuisine, où il découvrit une petite boîte en bois nichée. Derrière la boîte de farine. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu huilé, se trouvait une collection d'herbes et de racines séchées, chacune étiquetée de l'écriture précise d'Elena. Parmi elles se trouvait de l'écorce de saule, fraîchement séchée et parfaitement conservée. Les chuchotements le guidèrent à travers la préparation, combien d'eau faire bouillir, combien de temps faire infuser l'écorce, quand ajouter le miel qu'il trouva dans un pot marqué de la date du mois précédent. Pendant qu'Ellie travaillait, il sentit une présence à ses côtés, des mains douces guidant ses mouvements, une voix trop douce pour être entendue, mais d'une clarté parfaite dans ses instructions. Quand il apporta le thé à Milo, son fils frissonnait malgré la fièvre, pris entre une chaleur brûlante et un froid profond. « Il faut que tu boives ça, » dit Ellie, soutenant la tête de Milo alors qu'il sirotait le breuvage amer. « Ça a un drôle de goût, » réussit Milo entre de petites gorgées. « Je sais, mon pote, mais ça va t'aider. » À mesure que la matinée avançait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La fièvre de Milo commença à tomber. La rougeur quitta ses joues. Sa respiration s'adoucit, et à midi, il était assis et demandait à manger. Ellie observa cette transformation avec un mélange de soulagement et d'émerveillement croissant. La tisane d'écorce de saule avait fonctionné, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait la simple phytothérapie. Pendant que Milo faisait la sieste l'après-midi, récupérant ses forces, Ellie explora la cabane plus systématiquement. Derrière une planche lâche dans le mur de la cuisine, il découvrit ce qui semblait être la collection privée d'Elena. Des journaux, des lettres et des objets enveloppés qui parlaient d'une vie bien plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginée. Un paquet enveloppé contenait une poupée en bois sculptée de la taille de la main d'Ellie. Fabriquée avec un soin et un détail extraordinaires. Le visage de la poupée était serein, presque protecteur, et des symboles étaient sculptés dans sa robe qui correspondaient à ceux de toute la cabane. Une note de la main d'Elena était attachée autour de la taille de la poupée, pour la protection et le réconfort en temps de peur. Fait pour la fille de Vera en lait, 1987. Ellie fixa la note, essayant de comprendre ce qu'il lisait. Elena avait fabriqué des poupées protectrices pour des enfants dont elle se souvenait des noms, dont la sécurité lui importait suffisamment pour fabriquer quelque chose à la main.
Combien d'enfants avait-elle aidé? Combien de familles avait-elle touchées par ses actes de gentillesse silencieux? En continuant à lire les journaux d'Elena, l'image d'une femme qui avait dédié sa vie à aider ceux que la société avait oubliés émergea. Les entrées parlaient d'accouchements difficiles. Assistés au milieu de la nuit, d'enfants ayant besoin de protection contre des foyers violents, de familles trop pauvres pour se permettre des soins médicaux appropriés. Elena avait été leur bouée de sauvetage, leur gardienne secrète, travaillant en dehors du système médical établi pour servir ceux qui n'avaient nulle part où se tourner. Elle les a sauvés, murmura Ellie pour lui-même. La compréhension commençant à poindre. Elle a tout abandonné pour les sauver. La révélation le frappa comme un coup physique. Elena ne l'avait pas abandonné par égoïsme ou par manque d'amour. Elle avait sacrifié sa relation avec son propre fils pour protéger des dizaines d'autres enfants qui n'avaient personne d'autre. Le poids de ce sacrifice, la solitude qu'elle a dû endurer, fit monter les larmes aux yeux d'Ellie pour la première fois depuis les funérailles de Sarah. Lorsque Milo se réveilla ce soir-là, entièrement rétabli et affamé, il trouva la poupée sculptée posée sur sa table de chevet. « D'où vient cela ?» demanda-t-il, la prenant avec la révérence prudente que les enfants réservent aux objets vraiment spéciaux. « Je pense que ta grand-mère te l'a laissé, dit Ellie, réalisant en parlant que cela pouvait être vrai. Elle l'a faite pour garder les enfants en sécurité. Milo examina la poupée attentivement, la tournant dans ses petites mains. « Elle est chaude, dit-il, comme si elle était vivante. » Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à dormir, l'activité surnaturelle dans la cabane s'intensifia. Les chuchotements étaient plus clairs maintenant, et Ellie aurait juré d'entendre son nom appelé doucement depuis différentes pièces. Mais au lieu de la peur, il ressentit un sentiment accablant de protection et d'amour. Le même sentiment qu'il avait eu lorsque sa propre mère venait le voir pendant ses maladies d'enfance, à l'époque où tout allait bien entre eux. « Papa » dit Milo alors qu'Ellie le bordait. « Je crois que mamie Elena est là. Je crois que c'est elle qui m'a aidé à aller mieux. » Ellie s'assit sur le bord du petit lit, regardant son fils, qui serrait la poupée sculptée contre sa poitrine. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai rêvé d'elle pendant que j'étais malade. Elle avait les cheveux gris et des yeux gentils, et elle m'a chanté la chanson de la boîte à musique. Elle m'a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir pu prendre soin de toi quand tu étais petit, mais qu'elle allait prendre soin de nous maintenant. » L'acceptation simple dans la voix de Milo. La façon factuelle dont il parlait de communiquer avec les morts aurait dû alarmer Ellie. Au lieu de cela, cela lui apporta une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Si l'esprit d'Elena était vraiment présent en ce lieu, si elle leur offrait protection et conseil, alors peut-être avait-il trouvé quelque chose de plus précieux qu'un simple abri. Ils avaient trouvé une famille. Alors qu'Ellie se préparait à dormir, il parla à voix haute à la cabane vide pour la première fois. « Merci, maman, pour le thé, pour avoir aidé Milo, pour avoir sauvé tous ses enfants. » Sa voix se brisa légèrement. « Je suis désolé de n'avoir jamais compris ce que tu faisais. Je suis désolé de ne t'avoir jamais pardonné. » La réponse vint comme une douce chaleur qui emplit la pièce, un sentiment de pardon et d'amour qui enveloppa le père et le fils comme une couverture. Dehors, le vent se leva, faisant craquer et s'installer la vieille cabane, mais les sons ne semblaient plus menaçants. Ils sonnaient comme chez eux. La poupée sculptée veillait depuis la table de chevet de Milo, son visage serein captant le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. Et quelque part, dans les murs, dans les espaces entre les rondins, Elena Turner continuait sa veillée. Plus seule, ne portant plus le fardeau de la protection par elle-même. Elle avait de la famille pour l'aider. Maintenant et un héritage à transmettre au fils qui était enfin rentré à la maison. Le matin après la guérison de Milo apporta un cadeau inattendu, une boîte à outils posée sur le porche d'entrée. Ellie les trouva en sortant pour évaluer les réparations les plus urgentes de la cabane. La boîte à outils était vieille mais bien entretenue, remplie de marteaux, de scies, de tournevis et d'autres outils qui semblaient avoir été fabriqués par quelqu'un qui comprenait le travail de qualité. Une note était glissée sous la boîte à outils, écrite d'une écriture tremblante, « Ceux-ci appartiennent à Elena. Elle voudrait que vous les ayez. Martha Andry, la cabane d'à accent grave côté, à environ 2 miles par le sentier. » Ellie regarda vers l'est où un chemin à peine visible serpentait à travers les pins. L'idée qu'ils avaient une voisine, quelqu'un qui avait connu Elena,
le remplit à la fois de soulagement et de curiosité. Mais d'abord, il voulait rendre leur maison plus vivable. Alors qu'il commençait les réparations les plus urgentes, remplaçant les planches de fenêtres cassées, réparant la marche branlante du porche avant, dégageant les débris du toit, Milo explora la cabane. Avec l'enthousiasme intrépide de l'enfance. Ce furent les yeux perçants de son fils qui repérèrent l'anomalie dans le plancher du salon. « Papa, cette planche sonne différemment, » dit Milo. Sautant sur une section de parquet qui produisait un bruit creux au lieu du son solide des planches environnantes. Ellie s'agenouilla à côté de son fils et passa ses mains sur le bois. Effectivement, une section semblait légèrement surélevée, et lorsqu'il fit glisser la pointe d'un tournevis autour de ses bords, la planche se souleva pour révéler un autre compartiment caché. Celui-ci était beaucoup plus grand que l'endroit où ils avaient trouvé la boîte à musique. À l'intérieur se trouvait une boîte de classement métallique, protégée de l'humidité par un tissu huilé. Quand Ellie l'ouvrit, son souffle se coupa. La boîte contenait des dizaines de certificats de naissance, tous signés par Elena Turner en tant que sage-femme accoucheuse. Les dates couvraient près de 30 ans. Des années 1970 au début des années 2000. Mais ce n'étaient pas des naissances ordinaires. En lisant les documents, Ellie remarqua des schémas qui lui serrèrent la poitrine d'émotion. De nombreuses mères étaient répertoriées avec seulement des prénoms ou des pseudonymes évidents. Les adresses étaient souvent simplement « livraison rurale » ou « résidence temporaire ». Certains certificats avaient des notes attachées de la main d'Elena, mère âgée de 14 ans, rejetée par sa famille. Bébé né d'une femme fuyant la violence conjugale. Parents sans papier. Craignant d'aller à l'hôpital. Elena avait accouché des bébés pour des personnes qui ne pouvaient pas accéder aux soins médicaux traditionnels, des adolescentes rejetées par leur famille. Des immigrantes sans papier, des victimes de violences conjugales, tous ceux que la société avait marginalisés. Elle avait donné à ses enfants une preuve légale de leur existence et à leur mère un endroit sûr pour donner une nouvelle vie au monde. Combien de bébés, papa, demanda Milo, se penchant sur l'épaule d'Ellie alors qu'ils étaient assis sur le sol, entourés de documents. Ellie compta attentivement. 63, dit-il, la voix remplie d'émerveillement. Ta grand-mère a aidé à mettre 63 bébés au monde. Parmi les certificats de naissance se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles. Des parents reconnaissant informant Elena des progrès de leurs enfants, envoyant des photographies, la remerciant d'avoir sauvé leur vie. Une lettre de 1989. Incluait une photo scolaire d'un petit garçon avec une dent de devant manquante et un grand sourire. La note disait, Tommy a obtenu son diplôme de maternelle avec mention. Tu nous as sauvés tous. Les deux, Elena. Je n'oublierai jamais. Une autre lettre, plus récente, contenait une invitation de mariage. Maria Santos, née Maria Turner, mise au monde par vous en 1978. Invite cordialement Elena Turner à célébrer son mariage. J'ai pris votre nom de famille parce que vous avez été la première personne à croire que je méritais d'exister. Ellie dut arrêter de lire. Alors que les larmes brouillaient sa vue. La femme qu'il avait ressentie pour l'avoir abandonné créait des familles, protégeant les vulnérables, s'assurant que les enfants naient dans des circonstances désespérées et une chance de vivre et de dignité. Elle avait utilisé son propre nom de famille pour les enfants dont les parents ne pouvaient pas en fournir un, leur avait donné son identité quand il n'avait rien d'autre. C'était comme une super-héroïne, dit Milo tranquillement. Mais au lieu de combattre les méchants, elle aidait les bébés à naître. Oui, mon pote. Elle était exactement comme une super-héroïne. Cet après-midi-là, Ellie décida de prendre le sentier et pour trouver Martha Andry. Le chemin était bien tracé malgré la végétation envahissante. Serpentant à travers une forêt dense qui semblait ancienne et protectrice. Après environ une demi-heure de marche, il aperçut de la fumée s'élevant d'une cheminée et déboucha dans une clairière où une cabane en rondins soignés était entourée d'un potager. Martha Andry, septuagénaire, avait des cheveux argentés tirés en un chignon pratique et des yeux qui révélaient l'intelligence vive de quelqu'un qui avait beaucoup vu de la vie. Elle s'occupait de ses plants de tomates quand Ellie s'approcha, et elle leva les yeux avec un sourire qui semblait déjà savoir qui il était. Vous devez être le fils d'Elena, dit-elle, se redressant et s'essuyant les mains sur son tablier. Vous lui ressemblez tellement quand elle était plus jeune. Comment va votre petit? Mieux, grâce à quelque chose qu'Elena a laissé derrière elle, dit Ellie. Je voulais vous remercier pour les outils
Elena aurait voulu que vous les ayez. Elle parlait toujours d'eux. Vous, se demandant comment vous alliez, s'inquiétant de savoir si vous lui aviez pardonné. L'expression de Martha devint douce mais sérieuse. Elle n'a jamais cessé de vous aimer, vous savez. Elle n'a jamais cessé d'espérer que vous comprendriez un jour pourquoi elle avait dû faire les choix qu'elle a faits. Ils s'assirent sur le porche de Martha, buvant du thé sucré et parlant. Elena. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les aiguilles de pin, Martha, qui avait été la plus proche amie d'Elena et parfois sa seule confidente pendant les années les plus difficiles, parla. Les gens venaient la voir de tout le comté, expliqua Martha. La nouvelle circulait dans les endroits qui comptaient, refuges pour femmes, camps de travailleurs migrants. Parcs de caravanes où les gens ne pouvaient pas se permettre de médecins. Elena n'a jamais refusé personne, n'a jamais demandé de paiement à ceux qui ne pouvaient pas se le permettre. Elle a accouché des bébés à l'arrière de camionnettes, dans des chambres de motel, parfois ici même dans cette cabane. Pourquoi n'a-t-elle pas travaillé avec les hôpitaux? Pourquoi garder le secret? L'expression de Martha devint triste. Parce que les hôpitaux ne traitaient pas les gens qu'Elena aidait. Les femmes sans papier avaient peur d'être signalées à l'immigration. Les adolescentes étaient terrifiées à l'idée que leurs parents le découvrent. Les femmes fuyant des maris violents ne pouvaient pas risquer d'être retrouvées grâce aux dossiers médicaux. Elena est devenue leur refuge. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de son propre fils? C'est le plus difficile à comprendre, dit Martha doucement. Elena croyait que vous, éloignée de cette vie, vous protégerait. Elle pensait que si elle restait dans votre vie, son travail finirait par vous mettre en danger. Certains des hommes que ces femmes fuyaient n'étaient pas dus. Genre à pardonner ou à oublier. Alors que le soleil commençait à se coucher, Martha raccompagna Ellie en partie à travers la forêt. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-elle alors. Qu'ils atteignaient un embranchement du sentier. Elena a gardé des dossiers de toutes les personnes qu'elle a aidées, pas seulement les certificats de naissance. Tout. Où elles sont allées. Comment elles allaient, si elles avaient besoin de plus d'aide. Elle a créé tout un réseau de protection qui a duré longtemps après la naissance des bébés. Qu'est devenu tout cela? C'est toujours dans la cabane quelque part. Elena était très prudente quant à la dissimulation des choses importantes. Elle disait que si quelque chose lui arrivait, les dossiers aideraient celui qui la suivrait à continuer le travail. Ce soir-là, alors qu'Ellie et Milo partageaient un simple dîner à la lumière des lampes, Ellie se retrouva à regarder son fils avec une nouvelle compréhension. Milo avait les yeux d'Elena, non seulement leur couleur, mais aussi leur intelligence compatissante, leur capacité à voir le bon côté des situations difficiles. Peut-être le cadeau qu'Elena avait sacrifié sa relation avec Ellie pour protéger était-il maintenant transmis à la génération suivante. Demain, nous explorons davantage, dit Ellie à son fils alors qu'il se préparait à dormir. Une carte au trésor pour trouver de l'or, demanda Milo avec espoir. Ellie sourit, pensant à tous ses certificats de naissance, toutes ses lettres de gratitude. Toutes les vies qu'Elena avait touchées et sauvées. Quelque chose de mieux que de l'or, mon pote, quelque chose de bien plus précieux. Martha revint le lendemain matin avec un panier de pain frais et de légumes de son jardin. Mais surtout, elle apporta des histoires. Alors qu'elle aidait Ellie à poursuivre les réparations de la cabane, elle partagea des souvenirs qui brossaient le portrait d'Elena comme le cœur d'une communauté invisible, une communauté qui existait dans l'ombre de la société, mais qui brillait d'un amour et d'une protection féroce. Montre-lui la carte. Elena, dit Martha doucement à l'air vide, comme si elle avait l'habitude de parler aux esprits. Puis elle se tourna vers Ellie avec une expression factuelle. Elle veut que tu regardes derrière. La pierre de la cheminée. Celle en forme de cœur. Ellie suivit le regard de Martha vers la massive cheminée en pierre. Parmi les pierres de rivière qui formaient sa structure, une pierre ressemblait effectivement à un cœur, positionné à peu près à hauteur d'épaule. Quand il appuya dessus, la pierre se déplaça légèrement, révélant un espace derrière elle, juste assez grand pour un document roulé. Le papier qui en sortit était épais et dessiné à la main, clairement l'œuvre de quelqu'un qui comprenait à la fois la géographie locale et le besoin d'un secret absolu. C'était une carte détaillée des montagnes environnantes, marquée de symboles qui ne signifiaient rien pour Ellie, mais qui semblaient raconter une histoire complète. De petites maisons étaient marquées de divers signes
Certaines de croix, d'autres d'étoiles, quelques-unes de ce qui ressemblait à des mains se tendant les unes vers les autres. Des maisons sûres, expliqua Martha, désignant les symboles. Elena Nena a aidé à établir tout un réseau de familles prêtes à accueillir des femmes et des enfants qui avaient besoin de disparaître un temps. Les croix marquaient les maisons ou des familles. Religieuses aidaient, sans poser de questions. Les étoiles étaient des foyers où elles pouvaient recevoir des soins médicaux. Les mains, celles-là étaient les plus spéciales. Que signifiaient les mains? Des familles pour toujours. Des gens qui étaient prêts à adopter des enfants dont les mères ne pouvaient pas s'occuper, ou à accueillir des femmes qui avaient besoin d'un sanctuaire permanent. Elena Nena ne se contentait pas d'accoucher des bébés et de renvoyer les gens. Elle a créé tout un chemin de fer invisible de compassion. Alors qu'ils étudiaient la carte ensemble, Milo fit une autre découverte. En explorant la zone sous l'escalier pendant que les adultes parlaient, il trouva une section de mur qui sonnait creux quand on la tapotait. Travaillant ensemble, ils réussirent à dégager les planches pour révéler un tunnel étroit qui s'étendait dans l'obscurité. « Je pense qu'il passe sous la cabane », dit Milo, sa voix résonnant légèrement alors qu'il regardait dans le passage. Martha hocha la tête, sachant. Elena Nena était toujours préparée au pire. Elle disait que si des personnes dangereuses venaient chercher les femmes et les enfants qu'elle avait aidés, il fallait un moyen de les mettre en sécurité rapidement. Ellie alla chercher des lampes de poche et ensemble ils explorèrent le système de tunnel qu'Elena Nena avait secrètement construit sous sa cabane. Le passage principal menait à 3 sorties différentes. L'une débouchait près du ruisseau à une centaine de mètres derrière la cabane. Une autre sortait dans un bosquet de pins épais au sud. Et la troisième aboutissait à ce qui semblait être un système de grottes naturelles qui se connectait à un réseau souterrain s'étendant sur des kilomètres à travers les montagnes. Le long des murs du tunnel, sculptés dans les poutres de soutien en bois, se trouvaient des noms et des dates. Certains étaient suivis de messages simples, Jenny et bébé Michael en sécurité. Rosa a trouvé une bonne famille. Merci de nous avoir sauvés. Mais la découverte la plus émouvante eut lieu dans une section élargie du tunnel qui servait d'abri d'urgence. Cachés dans des conteneurs étanches se trouvaient des provisions pouvant subvenir aux besoins de plusieurs personnes pendant des semaines, nourriture, eau, fournitures médicales et vêtements de différentes tailles. Parmi ces articles pratiques, Ellie trouva de petits jouets et des objets de réconfort, des animaux en peluche, des livres d'images, même quelques boîtes à musique comme celles que Milo avait découvertes à l'étage. Elle a pensé à tout, murmura Ellie. Son respect pour sa mère grandissant à chaque révélation. Dans un conteneur enveloppé dans un tissu huilé, ils trouvèrent d'autres journaux. Ceux-ci documentaient non seulement les naissances auxquelles Elena Nena avait assisté, mais aussi les vies continues des enfants qu'elle avait aidés à venir au monde. Elle avait maintenu le contact avec de nombreuses familles pendant des années, parfois des décennies. Les entrées se lisaient comme des mises à jour sur une famille élargie dispersée à travers le pays. Tommy Hanley, né en 1978, diplômé de l'université avec un diplôme en travail social. Il aide d'autres jeunes à risque à Denver. Maria Santos, née en 1982, est devenue infirmière. Elle dit qu'elle veut aider les gens comme quelqu'un l'a aidé autrefois. Bébé Jane Doe, née en 1985, a été adoptée par la famille Morrison. Ils ont envoyé des photos. Elle apprend à jouer du piano. Ellie réalisa qu'Elena Nena avait créé quelque chose de bien au-delà de ce qu'il avait initialement compris. Elle n'avait pas seulement été une sage-femme travaillant en dehors du système. Elle avait été l'architecte de l'espoir pour des gens que la société avait radiés. Chaque enfant qu'elle avait aidé à accoucher, chaque femme qu'elle avait abritée, chaque famille qu'elle avait connectée, devint une partie d'un réseau croissant de soutien mutuel et de protection. Combien de personnes étaient au courant de tout cela, demanda Ellie à Martha alors qu'ils émergeaient du système de tunnel. Plus que vous ne le pensez, moins que nécessaire. Elena Nena était très prudente quant à qui elle faisait entièrement confiance, mais elle avait des alliés partout. Des médecins qui traitaient ses patients sans demander de papier, des avocats qui aidaient aux adoptions, même quelques policiers qui fermaient les yeux quand des femmes avaient besoin de disparaître de situations dangereuses. Cet après-midi-là, Martha aida Ellie à comprendre les aspects pratiques de ce qu'Elena Nena avait construit. La collection de livres apparemment aléatoires sur les étagères de la cabane n'était pas aléatoire du tout.
C'était une bibliothèque complète de connaissances nécessaires pour aider les familles vulnérables, guides juridiques, références médicales, ressources sur le développement de l'enfant, même des documents de base sur l'éducation financière. Elle a tout appris par elle-même, expliqua Martha. Elena n'avait qu'un diplôme d'études secondaires quand elle a commencé, mais à la fin, elle en savait plus sur la médecine d'urgence que la plupart des médecins, plus sur le droit de la famille que la plupart des avocats, et plus sur la nature humaine que la plupart des psychologues. Alors que le soir approchait, Milo fit une dernière découverte qui coupa le souffle à tout le monde. Jouant dans la pièce principale. Pendant que les adultes préparaient le dîner, il trouva une pierre lâche dans le foyer de la cheminée. Lorsqu'elle se déplaça, elle révéla un petit espace contenant quelque chose enveloppé dans du cuir souple. À l'intérieur se trouvait une collection de petits objets qui racontaient leur propre histoire, une première d'en conserver d'un enfant qu'Elena avait aidé à accoucher. Un bracelet d'hôpital d'une mère qui avait survécu à un accouchement difficile, un petit dessin étiqueté, pour la sage-femme Elena de Ami, 6 ans. Chaque objet représentait une vie touchée. Une famille aidée, un enfant ayant eu la chance d'un avenir meilleur. Mais l'objet le plus précieux était une petite photographie, fanée par le temps, montrant Elena tenant un bébé. Au dos de son écriture soignée, était écrit « Ellie Turner, 3 jours. Ma plus grande joie et mon plus grand sacrifice. » Ellie fixa la photographie, voyant son propre visage le regarder à travers les années. Dans l'expression d'Elena, il comprit enfin ce que Martha avait essayé de lui dire. Le visage de sa mère rayonnait d'amour, un amour pur, inconditionnel, féroce, mais aussi une tristesse si profonde qu'elle semblait atteindre son âme. Elle gardait ta photo avec tous les autres enfants qu'elle avait sauvés, dit Martha doucement, parce que, dans son esprit, te laisser pour te protéger était la même chose que de te sauver la vie. Cette nuit-là, alors qu'Ellie bordait Milo dans le petit lit, son fils posa la question qui s'était formée toute la journée. Papa. Allons-nous aider les gens comme mamie Elena l'a fait? Ellie regarda autour de la cabane qui commençait à lui ressembler à un foyer. Il pensa au réseau de soutien qu'Elena avait construit. Aux vies qu'elle avait touchées, à l'héritage qu'elle avait laissé derrière elle. Je ne sais pas si nous pouvons faire ce qu'elle a fait, mon pote. Elle était assez extraordinaire. Mais nous pourrions essayer, n'est-ce pas? Nous pourrions au moins essayer. Dehors, le vent se leva et la cabane s'installa autour d'eux avec des sons qui ne semblaient plus étranges ou effrayants. Ils sonnaient comme une approbation, comme un encouragement, comme une main douce sur l'épaule, disant « Oui, vous pourriez essayer. Vous pourriez au moins essayer. » 3 semaines après l'heure. Nouvelle vie à la cabane, Ellie découvrit le sac médical d'Elena, niché derrière une pierre lâche dans le garde-manger. La sacoche en cuir était lisse et usée par des années d'utilisation. Ses boucles en laiton ternies par l'âge, mais toujours fonctionnelles. À l'intérieur, organisé avec la précision de quelqu'un dont le travail signifiait la vie et la mort, se trouvaient des instruments et des fournitures qui témoignaient de décennies de soins médicaux d'urgence dispensés dans les circonstances les plus difficiles. Le sac contenait plus que des outils médicaux. Il contenait les connaissances accumulées d'Elena. Glissées dans diverses poches se trouvaient des notes manuscrites sur tout, du traitement des accouchements par le siège à la reconnaissance des signes de violence domestique chez les femmes enceintes. De petites bouteilles contenaient des teintures et des herbes séchées, chacune étiquetée avec des instructions d'utilisation et des avertissements sur le dosage approprié. Un carnet usé contenait des croquis de plantes médicinales avec des notes détaillées sur où les trouver et comment les préparer. C'était comme une docteure de la frontière, médita Ellie, examinant un ensemble de forceps qui avaient évidemment été utilisés d'innombrables fois, mais elle travaillait sur les frontières de la société plutôt que de la géographie. Martha, qui était devenue leur visiteuse quotidienne et guide informelle de l'héritage d'Elena, hocha la tête en aidant Ellie à inventorier le contenu du sac. Elle disait toujours qu'il y aurait toujours des gens qui passeraient à travers les mailles du système officiel. Quelqu'un devait les rattraper. C'est cet après-midi-là que le premier test de l'héritage d'Elena arriva sous la forme d'un coup désespéré à la porte de la cabane. Ellie l'ouvrit et trouva une jeune femme, probablement âgée d'une vingtaine d'années, tenant un enfant en bas âge qui brûlait de fièvre et avait du mal à respirer. Les vêtements de la femme étaient froissés et tachés. Son visage était marqué par l'épuisement et la peur. « Êtes-vous Elena ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. « S'il vous plaît,
j'ai besoin d'aider la nena. Mon bébé est malade, et je ne sais pas où aller d'autre. Le cœur d'Ellie se serra en reconnaissant le désespoir dans sa voix, le même désespoir qu'il avait ressenti lorsque Milo avait été malade. Elena était ma mère. Elle est décédée. Mais s'il vous plaît, entrez. Laissez-moi vous aider. La femme, qui se présenta simplement comme Carmen, expliqua en pleurant que son fils de 18 mois, Miguel, était malade depuis 2 jours. Elle n'avait pas d'assurance maladie, pas de papier, et pas d'argent pour une visite à l'hôpital. Quelqu'un dans un camp de travailleurs migrants lui avait dit qu'Elena Turner aiderait quiconque en aurait besoin, sans poser de questions. J'ai conduit toute la nuit pour arriver ici, dit Carmen alors qu'Ellie examinait l'enfant fiévreux. Je ne savais pas qu'elle était partie. Ellie sentit le poids de l'héritage de sa mère se poser sur ses épaules. Les symptômes de Miguel correspondaient aux descriptions qu'il avait lues dans les journaux d'Elena, forte fièvre, difficultés respiratoires, signe d'une infection respiratoire qui pouvait devenir dangereuse sans traitement. La partie rationnelle de son esprit lui criait qu'il n'était pas qualifié pour aider, qu'il devait convaincre Carmen de trouver un vrai médecin. Mais une autre partie de lui, une partie qui semblait porter la voix d'Elena, lui chuchotait des instructions. Il se retrouva à tendre la main vers le sac médical, ses mains se mouvant avec une confiance qui semblait empruntée à une autre époque, à un autre ensemble de mains qui avait fait ce travail pendant des décennies. Suivant les notes d'Elena, et guidé par ce qui ressemblait à de l'intuition, mais qui était peut-être quelque chose de plus, Ellie prépara un traitement à la vapeur en utilisant de l'huile d'eucalyptus du sac médical. Il montra à Carmen comment créer une tente d'humidité à l'aide de couverture et d'une marmite d'eau bouillante, comment positionner Miguel pour l'aider à respirer plus facilement. Alors qu'ils travaillaient ensemble toute la soirée, quelque chose de remarquable se produisit. La respiration de Miguel s'adoucit progressivement. Sa fièvre commença à tomber, et à minuit, il dormait paisiblement dans les bras de sa mère. Carmen pleura de soulagement et de gratitude, pressant un billet de $20 usé dans les mains d'Ellie malgré ses protestations. Elena ne m'aurait jamais laissé ne rien payer, insista-t-elle. Elle disait toujours que les gens devaient donner quelque chose, même si ce n'était qu'$1 ou une prière. Après le départ de Carmen et Miguel le lendemain matin, avec des instructions pour des soins continués là. Promesse impromptue d'Ellie qu'il pourrait revenir si nécessaire, Martha trouva Ellie assis sur le porche, fixant le billet de $20. Ça fait différent quand ce sont tes mains qui font le travail, n'est-ce pas? Dit-elle doucement. Je ne suis pas médecin, Martha. Je ne suis même pas infirmière. Et si je l'avais rendu plus malade? Et si tu les avais renvoyés? L'interrompit Martha. Et si ce petit garçon était mort parce que tu avais trop peur d'essayer ce qu'Elena t'a appris? Cette conversation fut interrompue par l'arrivée de l'adjoint du shérif Tom Bradley, un homme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants et au visage buriné qui suggérait qu'il avait vu plus de malheur que de joie dans la vie. Il gara sa voiture de patrouille devant la cabane et s'approcha avec le comportement prudent de quelqu'un qui n'était pas sûr du genre d'accueil qu'il recevrait. « Vous devez être le fils d'Elena, dit-il, tendant la main à Ellie. Tom Bradley, j'ai travaillé avec votre mère sur un certain nombre de cas au fil des ans. Ellie serra la main de l'adjoint, incertain de ce que cette visite officielle pouvait signifier. Mais les mots suivants de Tom le surprirent. Je suis venu vous prévenir et vous demander votre aide. Tom regarda autour de lui comme pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. Nous avons une situation qui se développe et dans laquelle votre mère aurait été impliquée, et j'espère que vous pourriez être disposé à poursuivre son travail. Tom expliqua que 3 enfants avaient disparu de la région au cours du mois précédent. Pas des fugueurs ou des conflits de garde, mais de véritables disparitions qui laissaient les forces de l'ordre local perplexes. Les enfants disparus provenaient tous de familles vulnérables, travailleurs migrants, mères célibataires, personnes qui vivaient en marge de la société et qui avaient souvent peur de faire confiance aux autorités. Le schéma me rappelle une affaire d'il y a environ 10 ans, dit Tom. Elena nous a aidés à la résoudre à l'époque, et elle nous a aidés à protéger les enfants que nous avons secourus. J'espérais que vous auriez accès à ces dossiers de cette période. Ellie pensa aux dossiers volumineux qu'ils avaient trouvés, aux cartes détaillées, au réseau de maisons sûres. Qu'est-ce que vous pensez exactement que les dossiers de ma mère pourraient nous apprendre?
Elena connaissait cette communauté mieux que quiconque. Elle savait quelle famille était à risque, quels enfants pourraient être ciblés, et elle avait des contacts partout, des gens qui lui diraient des choses qu'il ne dirait jamais à un flic. Si quelqu'un cible des enfants vulnérables. Dans cette région, Elena aurait documenté les signes. Ce soir-là, alors qu'Ellie cherchait dans les dossiers d'Elena avec un nouveau but, il commença à comprendre une autre dimension du travail de sa mère. Elle n'avait pas seulement aidé à accoucher des bébés et à abriter des femmes vulnérables. Elle avait été une gardienne officieuse pour toute une communauté invisible. Ces dossiers contenaient des notes sur les enfants à risque, les familles à surveiller et les personnes qui avaient déclenché ces instincts protecteurs. Dans un dossier marqué « Préoccupation ». Enfant, Ellie trouva une documentation détaillée qui lui glaça le sang. Elena suivait depuis des années des activités suspectes autour de familles vulnérables, notant des schémas qui suggéraient un comportement prédateur organisé, nom, date, lieu, tout méticuleusement documenté avec la précision de quelqu'un qui comprenait que la vie des enfants pouvait dépendre de l'exactitude de ses observations. Elle montait un dossier, réalisa Ellie, montrant les dossiers à Martha. Elle documentait des preuves de quelqu'un qui ciblait des enfants de familles qui ne pouvaient pas aller à la police. Le visage de Martha devint sombre en lisant les notes d'Elena. Elle ne m'a jamais dit que c'était si systématique. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour certains enfants. Mais je pensais qu'elle parlait d'abus ou de négligence générale, pas de quelqu'un qui les chasse, finit Ellie. Alors qu'ils étudiaient les dossiers d'Elena plus profondément dans la nuit, Milo dormant paisiblement à l'étage, Ellie sentit tout le poids de l'héritage de sa mère se poser sur ses épaules. Elle n'avait pas seulement été sage-femme et guérisseuse. Elle avait été une gardienne, une protectrice, un système d'alerte précoce à elle seule pour toute une communauté vulnérable. Et maintenant, quelqu'un chassait à nouveau des enfants, ciblant le même genre de famille qu'Elena avait passé sa vie à protéger. La question était de savoir si Ellie pouvait prendre le rôle de sa mère assez rapidement pour empêcher davantage d'enfants de disparaître. Dehors. Le vent dans les pins ressemblait à des chuchotements d'urgence, et Ellie aurait juré de sentir la présence d'Elena plus fortement que jamais, non pas réconfortante maintenant, mais exigeante. Il y avait du travail à faire, des enfants à protéger, et le temps pressait. Le sac médical était ouvert sur la table à côté des dossiers d'Elena, les instruments brillant à la lumière de la lampe. Ellie comprit maintenant que guérir et protéger étaient le même appel, et que les deux exigeaient le courage d'agir, même quand on n'était pas sûr d'être qualifié pour la tâche à accomplir. Le médaillon en argent était caché à l'endroit le plus inattendu, cousu dans la doublure du vieux manteau d'hiver d'Elena, qu'Ellie avait trouvé accroché dans un placard de chambre qui semblait intouché par le temps. Il ne l'avait découvert que par accident lorsque Milo avait renversé le manteau en jouant, et la lourde doublure s'était légèrement déchirée, révélant l'éclat du métal sous le tissu. Lorsqu'Ellie découpa soigneusement les fils qui avaient maintenu le médaillon en place pendant on ne sait combien d'années, ses mains tremblèrent en ouvrant le délicat fermoir. À l'intérieur se trouvaient 2 photographies, minuscules et soigneusement conservées. La première montrait une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux doux tenant un bébé. La seconde était sans équivoque une photo d'Ellie enfant, peut-être âgée de 3 ans, souriant à l'appareil photo avec la joie inconsciente de l'enfance. Mais c'est la troisième découverte qui lui arracha des larmes. Glissé derrière les photographies se trouvait un morceau de papier de soie plié, et à l'intérieur étaient enveloppées des dizaines d'autres minuscules images. Chacune montrait un enfant différent. Et au dos de chaque photo était écrit un nom, une date de naissance, et le mot « sauvé ». Elena avait porté chaque enfant qu'elle avait aidé à venir au monde près de son cœur. Littéralement. Le médaillon n'était pas seulement un bijou. C'était un hôtel portable à toutes les vies qu'elle avait touchées, tous les enfants qu'elle avait protégés, toutes les familles qu'elle avait aidées à créer ou à préserver. « Papa, pourquoi tu pleures ?» demanda Milo, s'installant à côté d'Ellie sur le lit où ils avaient étalé toutes les minuscules photographies. « Parce que ta grand-mère nous aimait tous tellement, » dit Ellie, la voix enrouée par l'émotion. « Regarde ça, mon pote. » Chaque enfant qu'elle a aidé, elle a gardé ses photos avec elle, toujours. Alors qu'ils examinaient les photographies ensemble, Ellie commença à comprendre la véritable étendue du sacrifice d'Elena. Elle avait porté le poids de dizaines de secrets de famille, s'était tenue responsable de la sécurité et du bien-être d'enfants dispersés à travers le pays.
La solitude qu'elle a dû ressentir, l'inquiétude constante de savoir si ceux qu'elle avait aidés étaient en sécurité et prospéraient. Cet après-midi-là, l'adjoint Bradley revint avec une nouvelle qui rendait la compréhension croissante d'Ellie du travail de sa mère urgemment pertinente. Un autre enfant avait disparu, Rosa Martinez. 5 ans, dont la mère travaillait dans l'une des fermes fruitières à environ 20 miles à l'est de la cabane. La mère, Isabella, est sans papier, expliqua Tom alors qu'ils étaient assis autour de la table de cuisine d'Ellie Nena, entourée de ses dossiers et cartes. Elle est terrifiée à l'idée de faire trop de bruit à propos de la disparition de Rosa parce qu'elle a peur d'être déportée. Mais l'un des autres travailleurs m'a contacté par l'intermédiaire d'un groupe d'église qui connaissait Ellie Nena. Ellie étudia les notes d'Ellie Nena sur la famille Martinez. Elle avait aidé à accoucher Rosa 5 ans plus tôt et avait maintenu un contact périodique avec Isabella, notant des préoccupations concernant le père de l'enfant, qui avait des antécédents de violence et d'abus de substances. Ellie Nena s'inquiétait pour cette famille, dit Ellie, désignant des entrées des 2 dernières années. Regardez ça. Elle a documenté plusieurs cas où elle pensait que Rosa pourrait être en danger à cause de son père ou de ses associés. Martha, qui était devenue leur partenaire officieuse dans l'interprétation de l'héritage d'Ellie Nena, se pencha sur l'épaule d'Ellie pour lire les notes. Elle montait aussi un dossier ici. Regardez ces dates. Chaque fois qu'Isabella apparaissait avec des blessures inexpliquées, chaque fois que Rosa semblait effrayée ou renfermée. Alors qu'il parcourait la documentation d'Ellie Nena, un schéma émergea qui glaça le sang d'Ellie. Les 3 enfants disparus provenaient de familles qu'Ellie Nena surveillait pour des signes d'abus ou d'exploitation. Quelqu'un qui connaissait le réseau d'Ellie Nena, qui comprenait quelles familles étaient les plus vulnérables et les moins susceptibles de demander de l'aide aux autorités officielles, ciblait des enfants qui avaient été sous sa protection. Celui qui fait ça connaît intimement le travail d'Ellie Nena, réalisa Ellie. Il utilise sa propre compassion contre les personnes qu'elle a essayé de protéger. L'activité surnaturelle dans la cabane explosa autour d'eux, comme si l'esprit d'Ellie Nena était agité par la révélation de la menace envers les enfants qu'elle avait passé sa vie à sauvegarder. Milo, qui était devenu de plus en plus sensible à la présence de sa grand-mère, se réveilla plusieurs fois pendant la nuit, rapportant des rêves où Ellie Nena essayait de lui montrer quelque chose d'important. Elle n'arrête pas de montrer la cheminée, dit Milo à Ellie le lendemain matin. Mais pas les pierres que nous avons déjà trouvées. Quelque chose d'autre. Suivant les conseils de son fils, Ellie examina la cheminée plus attentivement qu'il ne l'avait fait auparavant. En haut du manteau, sculpté dans le bois si subtilement qu'il était presque invisible à moins de savoir où chercher, se trouvait un petit symbole, une main tendant vers une étoile. Lorsqu'Ellie appuya sur le symbole, une section du manteau se déplaça, révélant un compartiment étroit contenant une seule clé et une note de la main d'Ellie Nena, pour mon fils, quand les enfants auront besoin de protection. La vérité est dans le lieu où l'amour vit. Pour toujours. La clé était vieille et ornée, clairement conçue pour quelque chose de plus significatif qu'une simple porte ou un coffre. Le message critique n'offrait aucun indice évident. Mais les yeux de Martha s'écarquillèrent de reconnaissance lorsqu'elle le vit. Le lieu où l'amour vit pour toujours, répéta-t-elle. Ellie Nena disait cela du cimetière. Elle s'y rendait toute. Les semaines pour entretenir les tombes des enfants qui n'avaient pas survécu. Des bébés qui étaient nés trop malades ou trop tôt pour que même ses compétences ne puissent les sauver. Le cimetière de montagne était à 20 minutes de marche à travers la forêt, suivant un chemin marqué sur les cartes d'Ellie Nena, mais presque invisible à cause de son désuétude. À leur arrivée, Ellie fut frappée par son apparence bien entretenue malgré son emplacement éloigné. Quelqu'un avait entretenu les tombes, nettoyé les mauvaises herbes et les marqueurs. La clé d'Ellie Nena ouvrit un petit mausolée en pierre au centre du cimetière. Et à l'intérieur, ils trouvèrent les secrets les plus jalousement gardés d'Ellie Nena. Des classeurs tapissaient les murs, contenant une documentation qui allait bien au-delà de son travail de sage-femme. Ces dossiers détaillaient un réseau sophistiqué de protection de l'enfance qui opérait dans l'ombre des agences officielles depuis des décennies. Ellie Nena avait documenté non seulement des cas individuels d'abus ou de négligence, mais aussi une activité criminelle organisée ciblant les enfants vulnérables. Ces dossiers montraient des liens entre des enfants disparus, des cas couvrant plusieurs États et plusieurs années, noms, dates, lieux, et surtout, des schémas qui révélaient une opération systématique s'attaquant aux enfants dont
Les disparitions étaient peu susceptibles de déclencher des enquêtes approfondies. Elle montait un dossier contre un réseau, souffla Ellie, lisant des dossiers qui documentaient des preuves avec la précision d'un enquêteur professionnel. Pas seulement une personne, toute une opération. Parmi les dossiers les plus récents se trouvait un dossier intitulé « Évaluation de la menace actuelle ». À l'intérieur, Elena avait documenté ses soupçons croissants concernant quelqu'un opérant dans leur région immédiate, quelqu'un qui avait eu accès à des informations sur les familles qu'elle avait aidées au fil des ans. La dernière entrée, datée de seulement 2 semaines avant la mort d'Elena, était une seule ligne qui glaça le sang d'Ellie, il sait. Je pense qu'il surveillait la cabane. S'il m'arrive quelque chose, protégez les enfants. Ne faites confiance à personne en position d'autorité qui prétend vouloir aider. Alors qu'ils absorbaient les implications de la dernière mise en garde d'Elena, les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit d'Ellie. Quelqu'un ayant accès à des informations officielles, quelqu'un qui pouvait identifier les familles vulnérables. Et prédire quels enfants seraient les cibles les plus faciles. Quelqu'un qui aurait même pu prétendre travailler avec Elena tout en utilisant son réseau à des fins maléfiques. Le médaillon semblait plus lourd dans la poche d'Ellie, alors qu'il réalisait que la mort d'Elena n'était peut-être pas le décès naturel qu'il avait supposé. Elle enquêtait sur quelque chose de dangereux. Avait découvert une menace pour les enfants qu'elle avait passé sa vie à protéger, et avait été réduite au silence avant de pouvoir révéler la vérité. Il appartenait maintenant à Ellie de terminer ce que sa mère avait commencé, de protéger les enfants qu'elle était morte en essayant de sauver et de s'assurer que son sacrifice n'avait pas été vain. Les lettres de chantage étaient cachées au dernier endroit où Ellie aurait pensé à chercher, scotché sous le fauteuil à bascule d'Elena, la seule pièce de mobilier qui semblait purement sentimentale plutôt que fonctionnelle. Il les découvrit par accident lorsque le fauteuil commença à vaciller et qu'il le retourna pour vérifier l'état des pieds. L'enveloppe était épaisse et jaunie par le temps, et lorsqu'Ellie l'ouvrit, ses mains tremblèrent en lisant les dates des lettres à l'intérieur. Elle couvrait les 6 derniers mois de la vie d'Elena, devenant de plus en plus menaçante à mesure que les semaines avançaient. La première lettre était presque polie dans sa menace, « Elena, vous avez fait un travail merveilleux en aidant des enfants malheureux à trouver un foyer. Je pense qu'il est temps de discuter de la manière dont ce travail pourrait être étendu pour servir ceux qui vous ont soutenu au fil des ans. Il y a des gens prêts à payer très cher pour le bon type d'assistance. » La deuxième lettre, datée de 3 semaines plus tard, était plus directe, votre refus de coopérer est décevant. Vous semblez avoir oublié que bon nombre de vos anciens clients ont des secrets qui pourraient être exposés. Statut sans papier, fausse identité, violation de la garde. Tant de façons de compliquer leur vie si les bonnes autorités étaient informées. Dans la dernière lettre, envoyée quelques jours seulement avant la mort d'Elena, l'auteur avait abandonné toute prétention, vous ne pouvez pas tous les protéger, Elena, et vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. Cessez d'interférer avec les arrangements commerciaux ou faites face aux conséquences. Les enfants seront placés dans des familles qui peuvent se permettre de les payer, avec ou sans votre coopération. Les mains d'Ellie tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir les lettres. Les implications étaient stupéfiantes et horribles. Quelqu'un avait utilisé le réseau de famille vulnérable d'Elena pour identifier des enfants qui pouvaient être enlevés et vendus. Lorsqu'elle avait refusé de coopérer et avait plutôt commencé à enquêter sur l'opération, elle avait été. Elle essayait de me protéger aussi, tout comme elle protégeait tout le monde. La signature sur les lettres était simplement « un ami ». Mais quelque chose dans l'écriture tarauda la mémoire d'Ellie. Il l'avait vue récemment, quelque part au cours des dernières semaines depuis leur arrivée à la cabane. C'est Milo qui fournit le lien crucial, jouant avec la poupée en bois sculptée pendant que les adultes parlaient à voix basse et inquiète. Il leva soudainement les yeux, avec la clarté que les enfants possèdent parfois. Papa, cette écriture ressemble à l'écriture sur la note qui accompagnait les outils. Le sang d'Ellie se glaça alors qu'il récupérait la note qui avait été laissée avec la boîte à outils le premier matin. L'écriture était identique, les mêmes boucles soignées. La même manière distinctive de barrer les « T » et de ponctuer les « I ». Martha, dit Ellie, sa voix à peine audible. Qui t'a donné ces outils? Qui t'a dit de nous les apporter? Le visage de Martha se chiffonna alors qu'elle comprenait ce qu'Ellie réalisait. L'adjoint Bradley. Il a dit qu'Elena aurait voulu que vous les ayez, qu'il les avait gardés en sécurité depuis
Sa mort. La pièce sembla tourner autour d'Ellie alors que les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté écœurante. L'adjoint Tom Bradley, l'homme qui avait semblé si préoccupé par les enfants. Disparu, qui avait affirmé avoir travaillé avec Elena pour résoudre des cas similaires, qui savait exactement quel dossier demander et quel schéma rechercher. Il n'avait pas été l'allié d'Elena pour protéger les enfants vulnérables. Il avait été le prédateur qu'elle avait découvert et qu'elle était morte en essayant de démasquer. Il sait tout, réalisa Ellie avec une horreur croissante. Chaque famille qu'Elena a aidée, chaque enfant qu'elle a protégé. Chaque maison sur de son réseau. Il utilisait son propre système pour les chasser. Martha pleurait maintenant. Comprenant que son innocence avait été utilisée comme une arme contre l'héritage d'Elena. Il est venu me voir après la mort d'Elena. Il a dit qu'il enquêtait sur des circonstances suspectes autour de sa mort. Il m'a demandé de surveiller quiconque pourrait venir à la cabane. Je pensais qu'il essayait de protéger le travail d'Elena. Il protégeait son accès à celui-ci. Dit Ellie d'un ton sombre. Et maintenant il sait que nous avons trouvé ces dossiers. L'activité surnaturelle dans la cabane explosa autour d'eux, comme si l'esprit d'Elena répondait à la révélation de l'identité de son meurtrier. Les fenêtres claquèrent sans vent, les portes s'ouvrirent et se refermèrent, et la température chuta si soudainement que leur souffle commença à former de la buée. Mais au lieu de se sentir effrayante, l'activité semblait protectrice, comme une gardienne se préparant au combat. Milo, qui était devenu de plus en plus sensible à la présence de sa grand-mère, s'immobilisa soudainement. Ses yeux prirent le regard lointain qu'Ellie avait appris à reconnaître lorsque son fils recevait une sorte de communication spirituelle. Mamie Elena dit. Nous devons récupérer les enfants ce soir, dit Milo d'une voix qui semblait plus vieille que ses 7 ans. Elle dit, l'adjoint Bradley les déplace parce qu'il sait que nous avons trouvé les lettres. Si nous n'agissons pas maintenant, ils disparaîtront pour toujours. Ellie voulait discuter de l'idée que son fils de 7 ans reçoive des instructions tactiques d'un fantôme. Mais tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée à la cabane avait défié toute explication rationnelle, et l'urgence dans la voix de Milo, la précision des informations qu'il transmettait, suggérait que l'esprit d'Elena les guidait effectivement avec des connaissances qu'elle était morte en protégeant. Où, demanda Ellie à son fils. Où les garde-t-il? Milo ferma les yeux. Son petit visage plissé de concentration. L'ancien camp minier, celui sur la carte de grand-mère avec la croix rouge. Elle dit qu'il y a des tunnels là-bas, des endroits pour cacher des enfants où personne ne penserait à chercher. Ellie récupéra la carte dessinée à la main d'Elena et trouva l'endroit décrit par Milo, une exploitation minière abandonnée à environ 15 miles au nord de la cabane, marquée de symboles qui prenaient maintenant une signification sinistre. Elena n'avait pas seulement cartographié la géographie de la région. Elle avait documenté chaque endroit isolé où l'on pouvait dissimuler une activité criminelle. Nous devons appeler à l'aide, dit Martha. La vraie police, le FBI, quelqu'un qui n'est pas. Qui n'est pas quoi, interrompit Ellie. Comment savoir si Bradley n'a pas d'autres complices au sein des forces de l'ordre? Comment savoir qui d'autre pourrait être impliqué dans ce réseau? Le dernier avertissement d'Elena résonna dans l'esprit d'Ellie, ne fait confiance à personne en position d'autorité qui prétend vouloir aider. Elle avait découvert que les personnes même qui étaient censées protéger les enfants étaient celles qui les exploitaient, utilisant leurs positions officielles pour identifier les cibles et dissimuler leurs crimes. Alors que le soir tombait, Ellie se retrouva à se préparer à quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, une mission de sauvetage guidée par l'esprit de sa mère décédée et assistée par les capacités surnaturelles de son fils de 7 ans. Le sac médical qui avait autrefois accouché des bébés et guéri les malades semblait maintenant pouvoir être utilisé pour traiter des enfants qui avaient subi des traumatismes impensables. Martha insista pour les accompagner. Malgré le danger, arguant qu'elle le devait à Elena de l'aider à terminer le travail que son amie était morte en protégeant. Je l'ai laissée tomber quand elle était vivante, dit Martha fermement. Je ne la laisserai pas tomber maintenant. Ils chargèrent le camion d'Elena, un vieux Ford mais fiable qui était garé derrière la cabane, avec des fournitures de la cachette d'urgence qu'Elena avait entretenue, lampe de poche, équipement de premier secours, couverture et nourriture. Ellie prit également autre chose de la collection d'Elena.
Un fusil de chasse qu'il avait trouvé dans le mausolée avec une note indiquant qu'elle avait appris à l'utiliser spécifiquement pour protéger les enfants dont elle avait la charge. Alors qu'il se préparait à quitter la cabane, peut-être pour la dernière fois, Milo établit une dernière connexion avec l'esprit de sa grand-mère. Elle dit de te dire qu'elle est fière de toi, papa. Elle dit: tu deviens l'homme qu'elle a toujours espéré que tu serais. Le vieux camion démarra au premier essai, comme si l'esprit d'Elelanena assurait le succès de leur mission. Alors qu'il roulait dans l'obscurité de la montagne vers le camp minier abandonné, Ellie sentit le poids de l'héritage de sa mère se poser enfin et complètement sur ses épaules. Il n'était plus seulement le fils abandonné d'Elelanena Turner, cherchant à comprendre son passé. Il était l'héritier de son appel, la continuation de son travail, et peut-être le dernier espoir pour des enfants qui avaient été volés à des familles que la société avait déjà oubliées. Le chasseur était sur le point de devenir le chassé, et le fils d'Elelanena Turner venait réclamer ce que son meurtrier lui devait. Le testament d'Elelanena était caché à l'endroit le plus logique une fois qu'Ellie avait compris toute l'étendue de son travail, à l'intérieur du sac médical lui-même, cousu dans un compartiment secret de la doublure en cuir. La cachette était si astucieusement conçue qu'elle avait échappé à son attention lors de tous ses examens précédents du contenu du sac. Il ne la découvrit que lorsque Milo, guidé par ce qui semblait être une intervention directe d'Elelanena, désigna une section du sac où le cuir semblait légèrement plus épais qu'ailleurs. Quand Ellie appuya sur l'endroit, il céda pour révéler une poche cachée contenant une enveloppe scellée marquée « Pour mon fils, quand viendra le temps de finir ce que j'ai commencé ». La lettre à l'intérieur était écrite de la main soignée d'Elelanena. Mais les mots portaient le poids de quelqu'un qui savait qu'il était à court de temps. Ellie, si tu lis ceci, alors je suis parti et les enfants sont en danger. J'ai passé la dernière année de ma vie à recueillir des preuves contre un réseau de personnes qui utilisent leur position de confiance pour exploiter les familles les plus vulnérables de notre communauté. L'adjoint Tom Bradley en est le centre, mais il n'est pas seul. Le juge du comté Harold Morrison a falsifié des dossiers d'adoption. Le docteur Sarah Chen du Mountain View Medical Center a identifié des femmes enceintes vulnérables. La travailleuse sociale Rebecca Walsh a manipulé des cas de garde. Ils ont transformé les systèmes censés protéger les enfants en terrain de chasse. Les preuves sont toutes ici, photographies, conversations enregistrées, dossiers financiers montrant des paiements pour des adoptions privées qui étaient en réalité du trafic d'enfants. J'ai tout documenté, mais j'ai besoin de quelqu'un pour s'assurer que cela atteigne les bonnes personnes. Quelqu'un qu'ils ne possèdent pas. Quelqu'un qu'ils ne peuvent pas réduire au silence. Bradley surveillait la cabane. Je pense qu'il soupçonne ce que j'ai découvert. S'il m'arrive quelque chose, sache que ce n'était pas un accident. Les enfants qu'ils ont pris sont détenus à l'ancien complexe minier de Sunset. Il y a des chambres souterraines là-bas que la plupart des gens ne connaissent pas. L'entrée se fait par l'ancien bureau du contremaître. Cherche la marque de 3 cercles. Entrelacée gravée au-dessus du chambranle de la porte. Ne fais confiance à personne en position officielle tant que le réseau n'est pas exposé, mais sache qu'il y a de bonnes personnes qui t'aideront. Martha Andry a un cœur pur, même si elle ne connaît pas toute la vérité. Le docteur James Rodriguez de l'hôpital pour enfants de Denver a posé des questions sur des cas d'adoption suspects. L'agent du FBI Lisa Park, de la division de la traite, est digne de confiance. Elle enquête sur des réseaux similaires dans d'autres États. Plus important encore, souviens-toi que chaque enfant qui a été aidé par cette cabane porte en lui un morceau de l'amour de notre famille. Tu n'es pas seul dans ce combat. Les esprits de tous les enfants qui ont trouvé refuge ici te guideront et te protégeront. Finis ce que j'ai commencé, mon fils. Sauf ce que je n'ai pas pu. Fais en sorte que mon sacrifice ait un sens. Tout mon amour, maman. Joint à la lettre, des copies de documents qui firent tourner l'estomac d'Ellie, des dossiers financiers montrant d'importants paiements en espèces coïncidant avec la disparition d'enfants, des photographies du complexe minier avec des cartes détaillées. Des chambres souterraines, et le plus accablant de tout, des conversations enregistrées où Bradley et ses complices discutaient de leurs arrangements commerciaux avec une indifférence désinvolte à la souffrance des enfants. Elelanena avait monté un dossier en béton contre l'ensemble du réseau. Son meurtre n'avait pas seulement pour but de la réduire au silence. Il s'agissait d'empêcher l'exposition d'une entreprise criminelle qui opérait depuis des années,
utilisant les institutions même censées protéger les enfants comme couverture pour leur opération de trafic. Elle était si courageuse, murmura Martha en lisant les preuves d'Elena Nena. Elle savait qu'il la tuerait, mais elle a continué à enquêter quand même. Alors qu'il roulait vers le complexe minier dans le camion d'Elena Nena, Ellie sentit la présence de l'esprit de sa mère plus forte que jamais. L'habitacle du camion semblait rempli d'instructions chuchotées, quelle route prendre pour éviter d'être vu, où se garer pour rester caché, comment approcher l'entrée de la mine sans déclencher les mesures de sécurité que Bradley aurait pu installer. Milo, attaché sur le siège passager, à côté de son père, était devenu un canal d'information qui défiait toute explication rationnelle. Mamie Elena Nena dit qu'il y a 4 enfants dans les salles souterraines, rapporta Teil avec le ton factuel que les enfants utilisent pour parler de l'impossible. Rosa Martinez, que nous connaissons, et 3 autres, un bébé, un garçon de mon âge, et une adolescente. Comment sait-elle cela? Demanda Ellie, bien qu'il commençait à accepter que, dans cette situation, la source de l'information importait moins que son exactitude. Elle dit que les esprits des enfants morts avant qu'elle ne puisse les aider ont surveillé les méchants. Ils ont compté et se sont souvenus, attendant que quelqu'un vienne sauver les vivants. Le complexe minier de Sunset était niché dans une vallée entre 2 crêtes, ses bâtiments sombres silhouettes se détachant sur le ciel étoilé. Le camion d'Elena Nena s'attaqua aux chemins miniers accidentés avec l'assurance d'un véhicule qui avait déjà parcouru ces sentiers, et Ellie réalisa que sa mère avait personnellement repéré cet endroit pendant son enquête. Ils se garèrent à environ un demi-mile des bâtiments principaux, cachés derrière un bosquet de pins qui leur offrait une couverture tout en leur donnant une vue dégagée du complexe, à travers des jumelles qu'Elena Nena avait gardées dans le camion. Ellie put voir de la lumière provenant de l'ancien bureau du contremaître, exactement là où la lettre d'Elena Nena avait indiqué que l'entrée des chambres souterraines se trouverait. 2 véhicules, observa Ellie, concentrant les jumelles sur une paire de VUS garés près du bâtiment du bureau. La voiture de patrouille de Bradley et autre chose, un suburban noir avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. Martha regarda à travers ses propres jumelles. Ça pourrait être l'assistante sociale mentionnée par Elena Nena ou le juge, quelqu'un d'assez officiel pour transporter des enfants sans éveiller les soupçons. Alors qu'ils observaient le complexe, élaborant leur stratégie d'approche, Ellie sentit le poids du fusil de chasse sur ses genoux. Il n'avait jamais tiré sur autre chose que des boîtes de conserve lors de ses visites d'enfance à la ferme familiale de son père, mais les notes d'Elena Nena incluaient des instructions détaillées sur l'utilisation de l'arme. Ainsi qu'un rappel sinistre, parfois, protéger les innocents exige d'être prêt à faire violence aux coupables. L'activité surnaturelle autour d'eux s'intensifia alors qu'ils se préparaient à se rapprocher des bâtiments. La température chuta notablement, et Ellie aurait juré de voir des formes se déplacer au bord de sa vision. Non pas menaçantes, mais protectrices. Elena Nena n'était pas le seul esprit investi dans le résultat de cette nuit. Milo, je dois te demander de rester dans le camion, dit Ellie, bien qu'il sût que la connexion de son fils à Elena Nena pouvait être cruciale pour le succès de la mission. Mamie Elena Nena dit que je dois venir, répondit Milo avec la certitude têtue d'un enfant qui sait qu'il a raison. Elle dit que les enfants ont peur et qu'ils ne feront confiance qu'à quelqu'un qui leur semble en sécurité. Elle dit, je suis la seule qui peut les appeler sans les effrayer davantage. Contre tous ses instincts parentaux, Ellie se retrouva à accepter son fils de 7 ans comme un élément nécessaire d'une dangereuse opération de sauvetage. Mais alors qu'ils approchaient du bureau du contremaître, se déplaçant prudemment d'ombre en ombre, il réalisa que la présence de Milo offrait des avantages au-delà de la guidance spirituelle d'Elena Nena. Les pas d'un enfant faisaient moins de bruit. La silhouette d'un enfant était moins menaçante. Et la voix d'un enfant appelant doucement des victimes effrayées semblerait en effet moins dangereuse que des étrangers adultes. La marque qu'Elena Nena avait décrite, 3 cercles entrelacés, était gravée dans le bois au-dessus de la porte du bureau, si usée par le temps qu'elle serait invisible à quiconque ne la chercherait pas spécifiquement. Mais lorsqu'Ellie traça le symbole avec son doigt, il sentit une légère dépression dans le bois qui suggérait que la marque cachait une sorte de mécanisme. Lorsqu'il appuya sur le centre des cercles entrelacés, une section de ce qui semblait être un mur solide s'ouvrit vers l'intérieur, révélant des escaliers qui descendaient dans l'obscurité. L'entrée cachée était si astucieusement conçue qu'il serait impossible de la détecter sans savoir exactement où chercher.
Ils utilisent cet endroit depuis longtemps, murmura Martha alors qu'il regardait dans les chambres souterraines. Ce n'est pas quelque chose que l'on construit. Du jour au lendemain. Des voix montèrent d'en bas, des voix d'adultes engagés dans une conversation qui semblait désinvolte, professionnelle, complètement déconnectée de l'horreur de ce dont ils discutaient. Ellie saisit des fragments, acheteur en Californie prêt à payer un supplément pour le bébé. La fille Martinez attire trop l'attention. Il faut les déplacer tous d'ici demain soir. Le fusil de chasse sembla plus lourd dans les mains d'Ellie alors que la réalité de ce qu'ils étaient sur le point de tenter s'installait en lui. Ce n'étaient pas des gens désespérés poussés au crime. Par les circonstances. C'étaient des prédateurs calculateurs qui avaient transformé l'exploitation des enfants en une entreprise lucrative. Ils ne se rendraient pas sans combattre, et ils n'hésiteraient pas à blesser quiconque menacerait leur opération. Mais alors qu'Ellie regardait son fils, qui écoutait des instructions que lui seul pouvait entendre de l'esprit de sa grand-mère, il réalisa qu'il n'affrontait pas ce mal seul. Elena Turner avait passé sa vie à construire des réseaux de protection autour des enfants vulnérables. Et même dans la mort, elle mobilisait toutes les ressources à sa disposition pour sauver ceux que ses assassins avaient volés. Les esprits de tous les enfants qu'Elena avait aidés au fil des décennies semblèrent se rassembler autour d'eux alors qu'ils se préparaient à descendre dans les chambres souterraines. Ellie pouvait sentir leur présence, non pas comme des fantômes, mais comme un nuage de témoins, un chœur de voix qui avait autrefois appelé la cabane d'Elena leur foyer, et exigeait maintenant justice pour les enfants qui avaient besoin d'être sauvés. « Reste près de moi », murmura Ellie à Milo alors qu'ils commençaient leur descente. « Fais exactement ce que mamie Elena te dit, mais ne prends aucun risque. » Elle dit de ne pas s'inquiéter, papa, répondit Milo avec une confiance qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. Elle dit, c'est ce que notre famille fait. Nous sauvons les enfants. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les chambres cachées du complexe minier. Suivant le son des voix vers les enfants emprisonnés, Ellie sentit tout le poids de l'héritage d'Elena se poser sur ses épaules, non pas comme un fardeau, mais comme des ailes. Il n'était plus seulement un veuf en deuil essayant de survivre. Il était le fils d'Elena Turner, poursuivant un travail qui était littéralement une question de vie ou de mort. La chasse était sur le point de se terminer, et les chassés étaient sur le point de découvrir ce que cela signifiait de faire face à une famille dont la vocation était de protéger les innocents. La croix d'Elena pendait à un cordon de cuir autour du cou d'Ellie, glissé sous sa chemise, où son poids appuyait contre son cœur à chaque respiration. Il l'avait trouvée dans le sac médical aux côtés de son testament. Une simple croix en bois gravée des mêmes cercles entrelacés qui marquaient tant des cachettes importantes d'Elena. Au moment où il l'avait mise, l'activité surnaturelle autour de lui s'était intensifiée, comme si la présence protectrice d'Elena avait trouvé un conduit direct vers le monde physique. Maintenant, alors qu'il se faufilait dans les tunnels souterrains du complexe minier, la croix semblait pulser de chaleur, les guidant à travers des passages qui auraient dû être plongés dans l'obscurité la plus totale, mais qui restaient d'une certaine manière faiblement visibles, comme éclairés par une source qui ne projetait aucune ombre. Les enfants étaient retenus dans ce qui avait autrefois été des entrepôts d'équipement, suffisamment profonds sous terre pour que leurs cris ne parviennent pas à la surface. Ellie pouvait les entendre maintenant, les doux gémissements du bébé, la conversation feutrée d'enfants plus âgés essayant de se réconforter mutuellement dans leur terreur. Les sons lui serraient le cœur, mêlés d'une rage et d'une détermination qui semblaient emprunter à la férocité protectrice d'Elena. 3 adultes gardaient les enfants. Leur voix portant clairement à travers les passages de pierre alors qu'ils discutaient de la logistique avec l'indifférence désinvolte de personnes déplaçant des marchandises plutôt que des êtres humains. La voix de l'adjoint Bradley était immistakable. Mais les 2 autres, une femme au ton administratif tranchant et un homme qui parlait avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi, correspondaient aux descriptions des dossiers d'Elena concernant l'assistante sociale et le juge qui avaient corrompu leur position de confiance. Le jeune Turner devient un problème, disait la femme, alors qu'Ellie et Milo se positionnaient à l'entrée de la chambre principale. Il pose trop de questions. Il a trouvé trop de dossiers d'Elena. Je m'en occuperai demain, répondit Bradley avec une menace désinvolte. Je ferai passer ça pour un accident. Père célibataire, nouveau dans les montagnes, probablement perdu en randonnée et tombé d'une falaise. Tragique, mais crédible. Et l'enfant ?
Les orphelins sont toujours demandés. Il rapportera un bon prix. Ellie sentit la croix brûler contre sa poitrine alors que la rage l'envahissait. Ces gens ne faisaient pas que trafiquer des enfants. Ils prévoyaient de le tuer et de vendre Milo pour compléter leur crime. La façon désinvolte dont il discutait de la destruction de sa famille, comme si son fils n'était qu'un inventaire, lui fit comprendre pourquoi Elena avait été prête à mourir pour les arrêter. Milo tira sur la manche de son père, les yeux lointains alors qu'il recevait des instructions que lui seul pouvait entendre. Mamie Elena dit que les enfants sont dans la chambre du fond, murmura-t-il. Elle dit qu'il y a un autre moyen de les atteindre par l'ancienne mine qui se connecte au débarras. Elle peut nous guider là-bas pendant que les méchants parlent. Suivant les indications spirituelles d'Elena transmises par son fils, Ellie découvrit un passage étroit qui menait directement à l'endroit où les enfants étaient emprisonnés. L'espace avait autrefois servi à entreposer du matériel minier, mais il contenait maintenant 4 jeunes prisonniers. Terrifié, le bébé Miguel Santos, âgé de seulement 6 mois et pleurant faiblement de faim et de détresse, Rosa Martinez, la fillette de 5 ans dont la disparition avait alerté l'adjoint Bradley II. Leur enquête, un garçon nommé James Thompson, à peu près de l'âge de Milo, qui était assis protecteur du bébé, et une adolescente nommée Sarah Chen, la propre fille du médecin dont la disparition avait probablement été couverte comme un cas de fugue. C'est bon, murmura Milo alors qu'ils entraient dans la chambre de stockage par l'entrée dissimulée. Mon papa est là pour aider. Notre grand-mère nous a envoyés. Les yeux des enfants s'écarquillèrent d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. Ils avaient été conditionnés à n'attendre que des adultes qui leur voulaient du mal. Mais quelque chose dans la voix de Milo, une qualité qui semblait porter l'autorité douce d'Elena, les fit immédiatement faire confiance. Sarah, l'adolescente, rampa vers eux, les larmes coulant sur son visage. Êtes-vous vraiment là pour nous aider? Ils ont dit que personne ne nous cherchait, que personne ne se souciait de ce qui nous arrivait. Nous nous soucions, dit simplement Ellie, utilisant le sac médical d'Elena pour évaluer rapidement l'état de chaque enfant. Nous allons vous sortir d'ici et vous ramener à la maison. Alors qu'Ellie s'affairait à préparer les enfants pour l'évacuation, vérifiant les blessures, enveloppant le bébé dans des couvertures du sac médical, aidant James et Rosa à se stabiliser pour le voyage à travers les tunnels. L'activité surnaturelle dans la chambre atteignit un crescendo que même les enfants non sensibles purent percevoir. La température chuta dramatiquement, et une présence emplit la pièce qui se sentait indubitablement protectrice et maternelle. Les enfants cessèrent de pleurer, leur peur remplacée par l'émerveillement alors qu'ils sentaient l'esprit d'Elena les entourer du même amour qu'elle avait donné à des dizaines d'enfants tout au long de sa vie. Elle est là, murmura Sarah, fixant un coin de la chambre, où l'air semblait scintiller d'une chaleur invisible. La dame qui a aidé ma mère quand je suis né, elle est là pour nous ramener à la maison. Mais même si l'esprit d'Elena se mobilisait pour protéger les enfants, le bruit de pas approchant résonna à travers le système de tunnel. Quelqu'un venait vérifier les prisonniers, et leurs fenêtres d'opportunité se refermaient rapidement. Le sauvetage avait commencé, mais la partie la plus dangereuse restait à venir. Faire passer 4 enfants traumatisés à travers un labyrinthe de tunnels souterrains tout en évitant 3 adultes armés qui tueraient pour protéger leur entreprise criminelle. La croix d'Elena palpitait de chaleur contre la poitrine d'Ellie alors qu'il soulevait le bébé Miguel dans ses bras et se préparait à diriger la mission la plus importante de sa vie. La courte pointe communautaire était la possession la plus précieuse d'Elena. Bien qu'Ellie n'en ait pas compris l'importance lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, drapée sur le dossier de son fauteuil à bascule. Maintenant, alors que Martha l'étalait sur le sol à l'extérieur du complexe minier où ils avaient mis les enfants secourus en sécurité, sa signification devint parfaitement claire. Chaque carré de tissu racontait une histoire, des morceaux coupés de couvertures de bébés qu'Elena avait fournis, des chutes de vêtements d'enfants qu'elle avait aidé à habiller, des pans de tissu de robes de mariée portées par des femmes qu'elle avait accouchées en toute sécurité des décennies plus tôt. La courte pointe représentait 30 ans de vie touchée, de familles protégées et d'enfants sauvés. C'était le réseau d'Elena matérialisé dans le tissu et le fil, un rappel tangible que son travail avait créé des liens qui transcendaient la mort elle-même. Chaque famille qu'elle a aidé a contribué un carré, expliqua Martha en enveloppant le bébé Miguel dans la chaleur de la courte pointe. Elle l'a cousu au fil des ans, ajoutant de nouvelles pièces chaque fois qu'elle recevait des nouvelles dés.
enfant qu'elle avait mis au monde. Elle disait que cela lui rappelait qu'elle ne travaillait jamais seule. Les enfants se blottirent les uns contre les autres sous la protection de la courte pointe. Tandis qu'Ellie se préparait à la confrontation qu'ils savaient inévitable. Bradley et ses complices avaient découvert que leur prisonnier avait disparu, et leurs cris de colère résonnèrent à travers la vallée alors qu'ils émergeaient du complexe minier, armés et désespérés. Mais ce qu'ils trouvèrent à les attendre n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le réseau d'Elelanena n'était pas mort. Avec elle. Il avait simplement attendu le bon moment pour se révéler. Alors que Bradley et les autres s'approchaient, leurs armes à la main, des véhicules commencèrent à sortir de la forêt entourant la mine. Des camions et des voitures conduits par des personnes qui avaient elles-mêmes été des enfants vulnérables, maintenant devenus des adultes qui devaient leur vie à la protection d'Elelanena. Turner. Maria Santos sortit du véhicule de tête, maintenant infirmière à l'hôpital pour enfants de Denver, le visage empreint de la détermination de quelqu'un protégeant sa famille. Derrière elle venait Tommy Hanley, l'assistant social dont Elelanena avait assisté la naissance en secret. James Morrison, sans lien avec le juge corrompu, était devenu procureur fédéral spécialisé dans les affaires de traite. Une douzaine d'autres suivirent, des hommes et des femmes dont l'existence même témoignait du travail de la vie d'Elelanena. « Vous avez tué notre mère !» cria Maria à Bradley, sa voix portant à travers la vallée avec l'autorité de quelqu'un qui avait trouvé sa force à travers la survie. « Maintenant, vous menacez notre famille. » Bradley leva son arme, mais sa main tremblait. Il s'était attendu à affronter un homme en deuil et un enfant, pas une communauté entière de personnes qui avaient passé leur vie à se préparer à ce moment. L'assistante sociale et le juge, qui avaient été ses complices, commencèrent à reculer vers leur véhicule, réalisant que leur position d'autorité ne signifiait rien ici. « Vous ne pouvez rien prouver », grogna Bradley, mais sa voix manquait de conviction. « C'est votre parole contre celle d'un agent des forces de l'ordre. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit devant les tribunaux, » répondit Tommy Hanley, s'avançant avec un appareil d'enregistrement à la main. « Elelanena nous a appris à tout documenter. Nous enregistrons votre opération depuis des mois. Attendant que vous nous meniez là où vous reteniez les enfants. » Tandis que les adultes s'affrontaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants secourus, malgré leur traumatisme et leur peur, commencèrent à se lever. Sarah Chen s'avança vers l'affrontement avec la dignité de quelqu'un bien plus âgé que ses 16 ans. James Thompson prit le bébé Miguel des bras de Martha, le tenant avec les instincts protecteurs qu'Elelanena avait nourris chez tous les enfants qu'elle avait touchés. Même Rosa Martinez, âgée de 5 ans, sortit de derrière la courte pointe, sa petite main cherchant celle de Milo. « Vous ne pouvez plus faire de mal aux enfants, » dit Rosa d'une voix qui semblait porter le poids de chaque enfant qu'Elelanena avait jamais protégé. « Notre famille ne vous laissera pas faire. » La présence surnaturelle qui s'était accumulée toute la nuit atteignit son paroxysme. L'air autour du complexe minier commença à scintiller d'une énergie que même les adultes pouvaient voir. Des formes se déplaçaient au bord de leur vision, les esprits des enfants qui n'avaient pas survécu, qui étaient morts avant qu'Elelanena ne puisse les sauver. Mais qui attendaient la justice. L'arme de Bradley tomba de ses mains tremblantes alors que la température autour de lui chutait au point de congélation. Ses complices se retrouvèrent incapables de bouger, figés, non seulement par le froid, mais par le poids de chaque vie qu'ils avaient détruite, chaque famille qu'ils avaient déchirée. L'esprit d'Elelanena se manifesta plus clairement que jamais, visible non seulement pour Milo, mais pour toutes les personnes présentes. Elle se tenait parmi les enfants qu'elle avait passé sa vie à protéger, sa main posée sur l'épaule d'Ellie. Sa présence rayonnant l'amour féroce qui l'avait poussé à tout sacrifier pour les vulnérables. « C'est terminé, » dit-elle, et bien que sa voix fût à peine un murmure, elle fut entendue par chaque personne dans la vallée. Les enfants sont en sécurité. Le réseau est démasqué. Le travail continue. L'agent du FBI Lisa Park sortit d'un des véhicules. Le contact auquel Elelanena avait fait confiance, qui enquêtait sur le réseau de trafic au niveau fédéral. Avec elle vinrent des preuves recueillies au cours de mois de surveillance, des témoignages de victimes de plusieurs États. Des dossiers financiers qui détruiraient toute l'entreprise criminelle. Bradley et ses complices furent arrêtés sans résistance supplémentaire. Leur combativité disparut face aux preuves accablantes. Et à la justice surnaturelle qui s'était construite depuis la mort d'Elelanena.
Alors que l'aube se levait sur les montagnes, les enfants secourus étaient assis, enveloppés dans la courte pointe communautaire d'Elena Nena, entourés d'adultes qui comprenaient leur traumatisme parce qu'ils l'avaient eux-mêmes survécu. Le réseau qu'Elena Nena avait construit pour protéger les vulnérables avait évolué en quelque chose d'encore plus puissant, une famille liée non par le sang, mais par un objectif commun et une protection mutuelle. Ellie regarda son fils, qui apprenait aux autres enfants. Comment ressentir la présence d'Elena Nena, comment entendre ses doux conseils même si elle n'était plus physiquement présente. L'héritage se transmettait à une nouvelle génération. Et le travail qui avait commencé par la détermination d'une femme à protéger les innocents se poursuivrait grâce aux enfants qu'elle avait sauvés et aux enfants qu'ils sauveraient à leur tour. 6 mois après la nuit à Sunset Mine, Ellie se tenait sur le porche de la cabane, tenant un document qui aurait semblé impossible quand il était arrivé pour la première fois à cet endroit. Un nouvel acte de naissance, non pas pour un bébé qu'il avait aidé à accoucher, bien qu'il y en ait eu plusieurs ces dernières semaines, mais pour Milo lui-même. Un certificat de naissance spirituelle. L'avait appelé Martha, documentant la transformation de son fils d'un enfant en deuil qui avait tout perdu en un jeune guérisseur qui aidait d'autres enfants à traverser les traumatismes. La cabane avait été entièrement restaurée, ses pièces lumineuses grâce à la lumière naturelle qui filtrait par de nouvelles fenêtres. Ses murs ne portaient plus de symboles mystérieux, mais étaient décorés de photographies des familles qu'ils avaient aidées au cours des derniers mois. Les étranges sculptures restaient, mais Ellie les comprenait maintenant comme des protections. Des bénédictions qu'Elena Nena avait placées pour s'assurer que l'amour et la guérison trouveraient toujours un foyer entre ces murs. L'activité surnaturelle s'était transformée en quelque chose de doux et réconfortant. La présence d'Elena Nena était toujours forte, mais n'était plus urgente ou désespérée. Elle se manifestait maintenant par de petites gentillesses, du thé qui se préparait parfaitement quand quelqu'un avait besoin de réconfort, des outils qui apparaissaient exactement là où ils étaient nécessaires, des couvertures qui semblaient s'enrouler autour des enfants effrayés. Avec une chaleur maternelle. La docteure Maria Santos, l'infirmière qui avait été mise au monde par Elena Nena en tant que bébé sans papier, avait établi une clinique satellite dans la pièce principale agrandie de la cabane. 2 fois par semaine, elle montait de Denver pour fournir des soins médicaux aux familles qui ne pouvaient pas accéder aux soins de santé traditionnels. L'ironie n'échappait à personne que le propre fils d'Elena Nena faisait maintenant partie d'un réseau fournissant les mêmes services qu'elle avait offerts en secret pendant 30 ans. Nous avons eu 3 nouvelles familles cette semaine, dit Ellie à Martha alors qu'elle arrivait pour leur café et leur session de planification quotidien. Une adolescente mère qui a peur que ses parents la renient, une femme fuyant la violence conjugale avec ses 2 enfants, et un homme âgé dont le petit-fils lutte contre la dépendance et a besoin d'un endroit sûr pour se désintoxiquer. Martha sourit en s'installant dans le fauteuil à bascule d'Elena Nena, qui était devenu son trône officieux pour dispenser la sagesse et coordonner les activités du réseau. À 74 ans, elle découvrit un nouveau but en tant qu'administratrice pratique de l'héritage d'Elena Nena, gérant les maisons sûres, coordonnant les ressources et servant de centre de communication pour les familles dispersées dans plusieurs États. Elena Nena serait si fière, dit-elle, regardant autour de la cabane qui était devenue le cœur d'une communauté florissante. Vous avez pris tout ce qu'elle a construit et l'avez rendu plus fort, plus durable. Le changement chez Milo avait été la transformation la plus remarquable de toutes. L'enfant effrayé et en deuil qui était arrivé à la cabane 6 mois plus tôt avait évolué en une jeune personne dotée d'une empathie extraordinaire et de capacités de guérison qui semblaient relier les mondes naturels et surnaturels. Il pouvait calmer les enfants traumatisés d'un simple toucher. Pouvait sentir quand quelqu'un était en danger avant qu'il ne le sache eux-mêmes, et pouvait communiquer avec l'esprit d'Elena Nena avec la même facilité que de parler à n'importe quel membre de sa famille vivant. Papa, Madame Rodriguez a appelé, annonça Milo, sautant dans la cabane avec l'énergie d'un enfant de 7 ans en bonne santé qui ne portait plus le poids du chagrin non résolu. Son bébé arrive plus tôt, et elle veut savoir si nous pouvons aider. Ellie tendit la main vers le sac médical d'Elena Nena, qui lui était devenu aussi familier que n'importe quel outil de son ancienne profession. Au cours des derniers mois, guidé par les journaux d'Elena Nena et les souvenirs de Martha, il avait acquis des compétences qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Il n'était pas sage-femme agréée, mais il avait assisté avec succès à 4 naissances lorsque des soins médicaux professionnels n'étaient pas disponibles ou sûrs pour les familles concernées. Dis-lui que nous serons là dans 1 heure, dit Ellie, vérifiant les fournitures du sac avec l'efficacité automatique de quelqu'un dont le travail était devenu une seconde nature.
et demande à Martha de contacter le docteur Santos. Madame Rodriguez pourrait avoir besoin de renfort en cas de complications. Le trajet jusqu'à la ferme Rodriguez les mena à travers des routes de montagne devenues aussi familières que l'avaient été les rues de la ville. Sur le siège passager, Milo discutait avec l'esprit d'Elena Nena de la naissance à venir, transmettant des informations qui les aideraient à se préparer à tout défi qu'ils pourraient rencontrer. Mamie Elena Nena dit que le bébé est pressé de rencontrer sa famille, rapporta Milo. Elle dit qu'il ira bien. Mais Madame Rodriguez a peur parce que son mari travaille loin et qu'elle est seule. 3 heures plus tard, Ellie tenait une nouvelle vie entre ses mains, un bébé en bonne santé dont le premier souffle fut pris dans la sécurité du foyer familial, entouré de gens qui comprenaient que parfois la guérison la plus profonde se produisait en dehors des limites des institutions officielles. Madame Rodriguez pleura de joie et de soulagement alors que son fils était placé dans ses bras. Et Ellie ressentit le même sentiment accablant de but qui devait avoir animé Elena Nena pendant 30 ans de ce travail. Comment l'appellerez-vous ? Demanda Martha en aidant à nettoyer la zone d'accouchement et à préparer la famille pour les premiers jours du bébé. Eduardo, répondit Madame Rodriguez sans hésitation. Eduardo Turner Rodriguez, en l'honneur de la femme dont le fils nous a sauvé la vie. Alors qu'ils rentraient chez eux dans l'obscurité de la montagne. Ellie réfléchit à la façon dont sa compréhension de la famille, du but et de l'héritage s'était complètement transformée. Il y a 6 mois, il était un homme qui avait tout perdu, sa femme, son emploi, sa maison, son espoir. Ce soir, il rentrait dans une cabane remplie d'amour et de but, poursuivant un travail qui le reliait à chaque enfant qui avait eu besoin de protection, à chaque famille qui avait eu besoin d'un sanctuaire. « Tu es heureux, papa ?» demanda Milo alors qu'ils tournaient dans leur allée, où une lumière chaude se répandait des fenêtres de la cabane que Martha avait laissée allumée pour leur retour. Ellie considéra la question en regardant son fils. Non plus l'enfant brisé qui serrait un ours en peluche tandis que leur ancienne vie s'écroulait, mais une jeune personne qui avait trouvé sa vocation et guérissait la douleur des autres. Je crois que je suis quelque chose de mieux qu'heureux, mon pote. Je crois que je suis à la maison. À l'intérieur de la cabane. La présence d'Elena Nena les enveloppait comme une bénédiction alors qu'ils se préparaient à dormir. La boîte à musique était posée sur la table de chevet de Milo, silencieuse maintenant, mais rayonnant toujours l'amour qui les avait accueillis en premier lieu. Demain apporterait de nouvelles familles qui auraient besoin d'aide, de nouveaux enfants qui exigeraient protection. De nouvelles opportunités de poursuivre le travail qui avait commencé par la décision d'une femme de sauver des vies que la société avait radiées. L'héritage d'Elena Nena Turner perdurait. Non pas dans des monuments ou une reconnaissance officielle, mais dans la preuve vivante de chaque vie qu'elle avait touchée, chaque enfant qu'elle avait sauvé, et chaque famille que son sacrifice avait rendu possible. La cabane dans les montagnes restait un sanctuaire où l'amour vainquait la peur, où la guérison transcendait le monde naturel, et où tout perdre avait conduit à trouver ce dont ils avaient vraiment besoin, les uns les autres, et le travail sacré de protéger ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où se tourner. Parfois, les choses qui nous secouent le plus ne sont pas celles que nous devrions craindre. Parfois, ce sont celles qui nous transforment en ce que nous étions toujours censés être.